mon salaire a juste diminué en 8 ans. Tu sais, comme mon salaire, là, j'ai juste pris des baisses de salaire il y a 8 ans. Fait que oui, sur papier, mon entreprise vaut peut-être plus, mais au niveau salaire, c'est comme non. What's up, folks? Bienvenue sur Ça se passe. Aujourd'hui, je jase avec Valérie Larochelle, co-founder et CEO de Eugéria, une entreprise tech qui crée et distribue des produits d'aide cognitive pour les aînés et personnes atteintes de conditions comme l'Alzheimer. On parle d'un moment perso dans sa famille qui a déclenché l'idée et puis la drive pour Eugéria, de leur modèle d'affaires B2C, B2B et B2G qui est complexe mais antifragile, d'innovation en santé au Québec puis ailleurs, de M&A, de consolidation, des marchés américains versus canadiens et plus encore. C'était une des conversations et des personnes les plus inspirantes que j'ai eues sur le pod depuis vraiment longtemps. Alright, on passe au show. Let's go! Valérie Larochelle, bienvenue sur Ça se passe. Salut, merci de me recevoir. Ça me fait plaisir, je suis vraiment content de te voir. Je raconte des fois l'histoire de comment on s'est connus, de moins en moins, mais là, dans notre cas, j'aime ça donner le crédit à la personne qui nous a introduit, puis c'est Simon Leben de Workleap qui dit « D'après moi, tu devrais l'avoir sur ton show », puis « Here we are ». Exactement. Pour le monde qui ne te connaisse pas, ton titre, ton nom, ton profil comme en rapide? Oui, fait que Valérie Larochelle, je suis présidente et cofondatrice de Eugéria. Puis, t'es-tu une genre de scientifique, une hustler-vendeuse, une engineer, une brand? C'est quoi ton espèce de background de base? Moi, je suis une généraliste. Une généraliste, hein? Généraliste comme dans de tous les sens. Depuis le début de ma carrière, dans tout ce que j'ai fait, c'est tout le temps différent. Puis, il y a des spécialistes qui m'entourent à un certain moment, mais vraiment généraliste dans plein de domaines. Fair enough. Eugéria, un pitch d'ascenseur pour qu'on comprenne? Oui, fait que Eugéria, en fait, c'est une entreprise qui se focus dans le vieillissement, puis plus particulièrement dans les troubles neurocognitifs, donc la maladie d'Alzheimer, les différentes formes de démence vasculaire, démence à corps de Louis. Puis en fait, on est une entreprise qui se spécialise dans les produits, fait que c'est des produits non pharmacologiques, mais qui aident la personne dans sa qualité de vie. Fait que pour donner un exemple, là, des téléphones adaptés, des télécommandes adaptées quand tu es encore à domicile, mais si tu es en CHSLD ou dans une phase plus avancée, ben là, il y a du sensoriel, il y a de la stimulation cognitive, il y a des outils pour aider pour l'agitation, l'agressivité, des choses comme ça. Insane. Fait qu'il y a comme une composante B2B, il y a une composante e-commerce là-dedans, il y a du logiciel qui run sur votre software. Ouais. Je dis ça parce que pour les genres de puristes qui disent, ben là, c'est pas un SaaS. Oui, c'est ça. Je vais leur dire, écoute, Baudry, j'aime ça, là, les SaaS, j'adore ça, là, j'en mange. Mais genre, il y a tellement de belles compagnies de technologie qui utilisent le logiciel, le software ou le hardware pour faire shiner le Québec que genre, à un moment donné, on faut parler à plein de monde, je pense. Mais c'est intéressant parce que dans le cas de la maladie d'Alzheimer, si c'était juste un logiciel, tu le mets sur quoi? La personne, elle a besoin d'avoir quelque chose de physiquement dans ses mains. Ouais. Puis, il y a une raison pourquoi, des fois, dans cette maladie-là, tu peux plus utiliser un iPad. Fait que de juste faire une app, tu résous pas vraiment le problème puis t'as pas aidé la qualité de vie. Fait que pour nous, on se l'est même dit, là, on va pas shy away from hardware. On va avoir du hardware, on n'a pas le choix, mais il y a du logiciel dans notre hardware, mais pour la personne qui a la maladie, elle a quelque chose de physique entre les mains pour l'aider dans son day-to-day. Puis sérieux, Val, depuis plus j'interviewe du monde, puis je check un peu le market évoluer, plus je me dis genre que le hardware, c'est un moat aussi. Tu sais, genre que c'est un vrai avantage compétitif. C'est tough. C'est tough. Mais genre, tu sais, spinner du code, c'est de plus en plus facile. Puis aligner des pixels, même chose. Exact. All right. Tu peux-tu me dropper, mettons, une couple de chiffres pour qu'on se situe dans l'espace-temps de croissance Eugéria? Oui, fait que Eugéria, on a parti ça en 2018 environ. OK, quand même. Puis c'est, tu sais, nous, dans notre cas, nous, on a grandi de façon quand même organique au début. Là, fait qu'au début, on faisait du x4 par année. Là, on est peut-être à plus de 30% de croissance. Fait que, tu sais, on est passé à un moment donné... c'est pas pire, c'est ça. Dans les premières années. Oui, dans les premières années, là, tu sais, c'était comme 350 000. L'année d'après, 1,1. Après ça, 4,4. Puis là, après ça, c'est là que ça a été plus du 5,5, 6. Fait que t'as eu un genre de log un peu? Oui, exactement. Okay. Exactement. Sick. Fait que, oui, ces années-là, c'est gros, entre autres parce qu'on est rentré dans le marché américain en 2022. Fait que l'année qu'on a fait de 1,1 à 4,4, c'est qu'on est rentré dans le marché américain. OK. Donc, c'est ça. Les États-Unis, c'est déjà 60% de notre chiffre d'affaires en 2 ans et demi.
Puis le staff, tu l'as dit, vous êtes combien? On est une trentaine d'employés. Trentaine d'employés. Êtes-vous genre physiquement à Montréal ou distribué dans le monde? Ou c'est quoi ça? Oui, fait que dans le fond, notre siège social est à Montréal. C'est là que la majorité de nos employés sont. On a quelqu'un qui est à Québec au niveau de la vente. On avait quelqu'un en Ontario, au BC aussi, 2 ambassadeurs là-bas. Puis on a des employés aux États-Unis. On a ouvert notre warehouse américain en février à Saint-Louis, au Missouri. Let's go! T'es allé visiter? Oui, exact. En fait, mon conjoint est américain. Puis ma belle-mère, elle habite là. Puis on avait fait notre analyse à la fin, puis il y avait Chicago, Saint-Louis qui était comme numéro 1. Puis je suis comme, il y a une des villes que quand j'y vais, j'ai une gardienne, je peux y aller avec mes enfants, puis je peux aller voir ma belle-mère et aller à l'entrepôt. Fait que notre entrepôt est à Saint-Louis. Smart. T'as comme pas commencé dans le parcours classique de la startup founder qui genre build depuis l'université des startups, qui échec, qui a un issue, un exit, puis qui en refait. T'as comme commencé dans le côté sombre de la force. Excuse-moi, chez les consultants. Genre, t'as fait un bout chez McKinsey, t'as fait un bout chez Rio Tinto. Mais ce que j'ai trouvé dope quand j'ai analysé tes affaires, c'est que t'as bougé dans le monde, genre. T'as voyagé, c'est quoi? C'est Chine, Australie, États-Unis. Fait que ma question, c'est une des affaires cool à propos du voyage, c'est que ça t'amène de la perspective. Soit professionnelle ou personnelle, peux-tu me partager un peu de perspective que ces années-là t'ont amené? Oui, ben c'est intéressant parce que même, je me rappelle, ça faisait 3 ans que j'étais chez McKinsey. Puis là, je voulais le prochain challenge, le prochain step. Puis c'était un partenaire qui m'avait dit, tu sais, Val, tout ce qui est Excel, c'est bon, tu es capable de le faire. PowerPoint, c'est bon. Je t'envoie en Chine, va faire le culturel. Tu sais, tu vas voir qu'à un moment donné, l'apprentissage, c'est pas juste dans est-ce que tu es capable de runner ton fichier Excel, puis est-ce que tu es capable de faire une analyse. Puis je suis allée en Chine pendant 4 mois, là, puis c'est ce que j'ai appris. J'étais dans des meetings où est-ce que tout le monde parlait une autre langue que moi. J'avais appris mes couleurs. Là, fait qu'à un moment donné, je me rappelle, le gars, il dit quelque chose jaune, puis sur la ligne Excel, il y avait un chiffre qui était en jaune. Tu sais. Fait que là, je savais qu'il parlait de ce chiffre-là, mais je savais pas qu'est-ce qu'il disait sur le chiffre. Là. Fait que tu sais, c'est cet apprentissage-là de pas être justement de faire de la vraie business internationale avec les différences culturelles dans les façons de faire des business. Bien, aujourd'hui, c'est sûr que ça va m'aider. Plus Eugéria s'en va à l'international, plus on bâtit des relations avec différents fournisseurs. Fait que je dirais là-dessus, ça m'en a appris énormément. Puis l'Australie, ben j'ai été là 4 ans. C'est, je pense, un des plus beaux pays au monde. Qu'est-ce que t'aimais de l'Australie? L'Australie, tu sais, au Québec, on parle français. Fait que si on va en France, c'est la même langue. Mais culturellement, il y a une immense différence culturelle. Mais tu vas en Australie, même si c'est pas la même langue pour un Québécois, tu te sens à la maison. C'est la chose la plus proche du Canada en termes de culture, mais avec la plage, avec le soleil, avec une qualité de vie qui est extraordinaire. Ouais, il y en a même... je rentrerai pas dans l'Australie plus que ça. Mais en fait, puis j'y allais pour 4 mois, puis je suis restée 4 ans. C'est là que tu as rencontré ton chum? Oui, exact. Lui, il est américain, mais à la fin, quand je travaillais pour Rio Tinto, je suis dans une petite ville de même pas 30 000 personnes. Puis quelqu'un a dit, hey, il y a un autre Canadien ou un Nord-Américain dans la ville, tu devrais le rencontrer. C'est comme ça? Oui. Beau, c'est un beau début de romance, j'adore ça. Juste comme t'as fait 4 mois en Chine. Fait que genre, t'étais-tu capable de parler mandarin ou je sais pas quoi? Mais comme je connaissais 300 caractères, là, comme j'avais appris à lire, tu sais, dans les menus, j'étais capable de lire une soupe au bœuf, tu sais, des choses comme ça. Là. Fait que j'en avais appris comme 300. Puis je faisais mes cours de mandarin là, pour essayer d'apprendre à le parler un peu ou au moins me Mais McKinsey, t'avais-tu envoyé quelqu'un genre qui était capable de traduire ou whatever? J'avais un analyste sur l'équipe. J'avais un analyste sur l'équipe, Insane. Puis vois-tu, t'es pas retourné en Chine? Non, exact. Versus l'Australie. Oui, exact. L'Australie. Pas la même vibe. Sweet. Puis, ça veut dire que la question, c'est comme ta fibre entrepreneuriale était-tu. Parce que tu avais de l'ambition. Tu sais, de la manière que tu parles, genre chez McKinsey ou Rio, tu avais de l'ambition, tu game de prendre des risques, d'apprendre plus. Mais la fibre entrepreneuriale de créer ou de prendre des risques, étais-tu comme déjà là depuis longtemps? Elle vient de où, genre? Oui, c'est une bonne question. Parce qu'à l'université, j'avais parti une asso étudiante. Fait qu'à mettons qu'il n'existait pas pour t'étais cette fille-là. Oui, c'est ça. Tu sais, ressources humaines n'avaient pas sa propre asso étudiante. Fait que j'avais parti cette affaire-là. Fait que tu sais, je peux dire, il y a des moments dans ma vie où est-ce que j'ai parti des affaires d'une page blanche et tout. Puis même à McKinsey, dans les projets qu'on me donnait ou dans les choses, tu sais, je pense que c'est possible d'être une intrapreneur dans une 100%. Grande entreprise. Là. Ça, je l'avais probablement quand même en moi. Mais je dirais vers la fin de Rio Tinto, là, je me rappelle comme j'avais 3 business sur papier. Là. Puis j'avais fait un dating app, j'avais toutes les wireframes. C'est ça. Bref. Ça bouillait. Ça bouillait. Là. C'est comme je le sentais que ma prochaine étape, c'était peut-être de partir quelque chose. Puis à la fin, dans mon cas, c'est que on m'a rapatrié de l'Australie au Canada quand même vraiment vite. Puis en arrivant ici, j'étais comme, OK, je pense que ma prochaine étape, c'est de faire l'entrepreneuriat. Ça devait bouiller quand même fort, Val, parce que dans le fond,
tu sais, c'est confortable, là, McKinsey, Rio, tout Ouais. ça, c'est des gros cristis de salaire, puis t'as des opportunités d'avancement, Ah ouais. puis tout ça. Fait que là, t'étais comme fuck that. Question peut-être personnelle, puis tu me diras au pire en couple, là, mais genre, est-ce que t'avais un pad de risque, genre un amortissement de risque qui venait avec genre, je sais pas, le salaire de ton conjoint, ou genre le cash familial, ou tu sais, t'avais-tu un peu un genre de... Super bonne question. C'est une super bonne question. Fait que, ben, je vais rentrer dans ces détails-là comme Ouais. personnel. Fait que dans le fond, dans ces années-là, McKinsey, Rio, j'ai vraiment mis beaucoup d'argent de côté. Fuck Comme yeah. énormément. Ok. Tu sais, à Rio Tinto, j'habitais dans un camp minier la semaine, OK? Dans Littéralement. un container, là, au milieu de nulle part. Ben oui, Fait qu'il te donne une prime d'éloignement, il t'est logé, nourri. C'est comme, tu sais, tu retournes chez toi juste 2 jours. Tu sais, fait que si tu veux ne pas t'acheter 1000 choses, là, il y a beaucoup d'argent que tu mets de côté. Insane. Mais je dirais que c'est quand même gros parce que mon salaire a juste diminué en 8 ans. Tu sais, comme mon salaire, là, j'ai juste pris des baisses de salaire depuis 8 ans. Fait que oui, sur papier, mon entreprise vaut peut-être plus, mais au niveau salaire, c'est comme non. Puis avec mon conjoint, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a fait des alternances. Fait que lui, quand il a fait son MBA, moi, je payais pour tout. Là, après ça, là, lui, il est allé dans son emploi, il payait pour tout pendant que moi, je partais à Ugéria, puis là, j'avais pas de salaire. Puis, à beaucoup de moments, c'est comme, est-ce que c'est toi qui prends le risque ou est-ce que c'est moi qui prends le risque? Fait que ça, on le fait quand même souvent. Insane. Puis, on vit beaucoup en dessous de nos moyens. Fait que la banque nous a permis d'acheter une maison de je sais pas combien, mais on a acheté une maison à moitié prix que qu'est-ce que la banque nous permettait. Fait qu'on n'a jamais pris des décisions financières qui fait qu'on est comme à la gorge. Vous vous êtes donné le luxe du risque. Exactement. Genre. Exact. Puis de l'autre côté, ben on a une nanny qui est avec nous depuis 3 ans et demi, qui est extraordinaire, que sans elle, ça serait impossible. Je pourrais pas faire qu'est-ce que je fais. Ben c'est parce que notre maison nous coûte pas cher qu'on est capable de faire ça. Une nanny. Oui, une nanny. OK, ouais, wow. Shout Puis il y a out. une grosse différence entre une gardienne puis une nanny. La nanny, là, genre, elle prend des décisions dans la maison. Là. Quand il n'y a plus de savon, elle va acheter du savon. Puis moi, la marque de savon, je m'en fous vraiment, là, tu sais. Mais une gardienne, elle regarde tes enfants. Une nanny, elle prend en charge l'organisation de la maison, là. J'ai du monde. On a une communauté privée de founders, là, dans Ça se passe, là. C'est un des trucs que je voulais te parler, d'ailleurs. Mais il y en a qui ont ça, là, tu sais, qui jouent avec ça, puis c'est life-changing, je l'entends souvent. Là, ben, c'est quand les gens il y a quand disent... même des jugements envers Oui, ça, genre. Ça peut être genre... Il y a du monde qui le voit encore mal, genre. Oui. Comme tout un héritage, genre, de socio-culturel à déconstruire pour la femme et le rôle de... Et ça peut être un gros trou à la poigne, je sais pas à quel point on rentre pas... Non, mais t'as tout à fait raison. T'as tout à fait raison, mais de l'autre côté, quand les gens disent hey, « je comprends pas comment tu fais tout ça. » Tu sais, t'as des enfants, puis là, tu voyages, puis tout, mais je fais pas tout ça. Exact. Puis là, si je le dis pas, les gens pensent que je fais tout ça, mais non, il y a des choses que je délègue, puis je suis bien correcte avec ça. Tu fais un shout-out à ta nanny sur le pod. Exactement. Roxane, elle est extraordinaire. Mais c'est la même chose qu'en business. C'est comme comment vous faites autant de revenus, puis tout, qu'est-ce que tu penses, man? Genre, je prends genre une couple de décisions par jour, mais il y a plein d'employés sick, meilleurs que moi, qui font 1000 autres affaires. Genre, tu sais, ça compound avec plus, t'as des joueurs dans le game. Exactement. C'est vraiment nice. Je suis content que tu aies été comme transparente là-dessus parce que la prise de risque, c'est un real thing, tu sais. Puis quand tu commences, c'est genre, si t'en as pas de coussin, puis toutes les conséquences peuvent être vraiment rough. Là. J'ai interviewé un founder hier qui était comme, j'étais comme, tu sais, comment t'avais l'énergie de faire ton pivot quand ta business marchait plus, puis tout ça. Puis il m'a comme basically dit, tu sais, Frank, on avait genre tout pris des prêts personnels, on savait pas dans quoi qu'on s'embarquait, on avait des cautions personnelles, on était flow, on aurait genre tout fait une faillite personnelle. Fait que c'était pas, t'as-tu l'énergie, c'était genre, tu veux-tu faire faillite? Fait que genre, on a continué tabarnak. Fait que tu sais, c'est des vrais risques que des fois, je suis comme, moi, j'avoue, il faut en parler un peu. Oui, absolument. All right. Vos produits, on a mentionné qu'ils intégraient une composante logicielle, mais il y a beaucoup de ces produits-là que c'est du hardware, carrément. Fait que pour qu'on commence à rendre ça concret, Ugéria, mettons, pour le monde, parle-moi de l'horloge idem. What the fuck is that? Comment ça marche? Oui. Fait que peut-être, c'est ça, dans Ugéria, on a toutes sortes de produits. Puis, à travers les 6 dernières années, ou en même temps, nos 6 premières années, là, on savait qu'est-ce qui existait, mais qu'est-ce qui n'existait pas. Fait que les gens nous appellent au service à la clientèle, disaient, je cherche tel produit pour mon parent, ou est-ce que entre autres, une horloge calendrier. On vendait une horloge calendrier qui n'était pas connectée à rien, qui dit juste quel jour, quelle heure, quelle date. Puis d'ailleurs, ben, quand dans la maladie, souvent les gens peuvent se sentir très anxieux de ne pas savoir s'ils sont supposés être quelque part, sont-ils en retard, on est-tu mardi ou mercredi, c'est-tu le matin, c'est-tu l'après-midi. Fait que l'horloge, elle situait les gens dans le temps. Mon grand-père, il en avait une, il l'adorait. Fait que c'est vraiment bien, mais les gens disaient, hey, à distance, j'aurais aimé ça interagir, j'aurais aimé ça y dire, je m'en viens, mange pas avant que j'arrive, c'est aujourd'hui
produit que je viens de voir ou des choses comme ça. Fait que l'horloge IDEM, en fait, c'est ça. C'est parti d'un produit qu'on avait depuis 7 ans, qui se vend très bien, qui est une horloge calendrier, que là, on a adapté avec un logiciel connecté LTE, là, ou en tout cas, connecté, là, ils m'ont dit de plus dire 3G, connecté par soit Wi-Fi ou soit une carte SIM. Là. Donc, si la personne est en CHSLD, elle n'a pas Wi-Fi, ça fonctionne quand même. Et le proche aidant, à distance, peut envoyer des informations, des rappels médicaments, des notes post-it qui restent fixées dans le temps, des photos aussi, des messages plus comme d'amour, là, de dire hey, je pense à toi ou aujourd'hui c'est ta fête ou des choses comme ça. Très cool. Puis ça, dans le fond, c'est physiquement, ça ressemble à quoi? Là, tu as ta tablette Remarkable. C'est-tu gros de même, genre? Oui, c'est ça. Fait que c'est comme une tablette. Nous, on a un stand en bois qu'on a fait faire au Québec. Il est super beau, notre stand. Puis les personnes âgées aiment beaucoup le bois aussi. Là. C'est un matériel qui est très familier pour eux. Fait que notre horloge se tient sur ce stand-là. Puis pendant longtemps, on a débattu. Est-ce qu'on fait juste une app que les gens peuvent ajouter sur n'importe quel iPad, Android, etc. Ou est-ce qu'on fait la tablette qui vient, puis tout est overwrite en arrière. Fait que, puis finalement, c'est ça qu'on a décidé de faire parce que de soutenir là, 15 versions d'Android, puis 10 versions de iOS, d'avoir des gens aussi qui sont pas nécessairement tout le temps les plus avancés en technologie, nous appeler en disant hey, ça n'a pas marché. Là, ils sortent ça de la boîte, là, puis le prochain aidant, ils ont enlevé toute la complexité qui peut venir avec une app et tout ça. Juste moi, j'ai offert un iPad à ma mère, là, Noël, là. Puis comme genre, tu sais, c'est moi le support TI, là, tu comprends, genre. C'est ça. Puis pas tant que ça, là, si t'écoutes ça, je m'excuse, t'es vraiment pas si pire, là. Mais genre, puis c'est fou ce que tu viens de dire parce que hier, Anthony Blais de Elia, que j'ai interviewé, lui, ils ont du hardware aussi dans leur compagnie. Puis genre, j'étais comme, pourquoi tu fais pas juste runner ça sur un iPad? Puis il était le dude. Un iPad, ça a comme une obsolescence programmée. Un iPad, ça surchauffe quand tu le laisses plugger tout le temps. Ça a un paquet de complexité. Il faut que tu deals tout le temps avec leur système, là, leur software. Fait qu'il dit, nous, on a buildé notre propre hardware, puis ça fait juste ce que ça a à faire. C'est clean, c'est plugué, puis tout ça. Anyway. Fait que genre... Ouais. Ben, c'est une décision stratégique, nous, qu'on a pris comme ça aussi. Là. On veut que ça sorte de la boîte, puis que le prochain aidant, on y a enlevé tous les roadblocks qu'on pouvait y enlever pour que ça soit facile, il l'amène chez son proche, puis c'est fait, puis il n'y a pas... c'est ça. L'espèce de référent que j'ai, Val, c'est genre le Aura Frame. Oui. C'est vraiment pas pareil, mais comme il y a quelque chose de simple là, quand même. Mais toi, c'est multiplayer dans la mesure où, genre, moi, comme prochain aidant, j'envoie ça à, mettons, mon grand-papa. J'ai une app pour, genre, pousser genre des messages. Fait que tout le monde a une app sur son téléphone Android ou iPhone, puis la personne âgée, elle a l'horloge. Puis dans le fond, c'est qu'on fait le pont entre nous, on vit où, dans quelle technologie, qui est notre iPhone, qui est notre téléphone, puis la personne âgée qui, elle, est isolée socialement de la technologie, là, elle a vie dans l'horloge. Puis les features sont vraiment faites pour elle. Puis même des fois, quand tu regardes l'horloge, tu te dis, tu sais, c'est, je sais pas, la couleur est pas, tu sais, si nice, mais c'est parce qu'on a étudié quelle couleur fonctionne dans la maladie, quel contraste les gens voient le mieux. Fait que l'horloge, on l'a designé vraiment pour ceux qui sont atteints de troubles cognitifs. Puis maintenant aussi, même les systèmes de santé peuvent se connecter dans l'horloge. Fait qu'on a fait un projet pilote avec CIUS Ouest de Lille. Puis eux, il y avait 50 horloges déployées. Il y avait un portail, ils étaient capables de voir qui avait pris leurs médicaments cette journée-là. C'est insane, fallait qu'il y ait... Ouais, fait que là, on rentre dans la partie B2B, en fait, aussi de notre produit. Là. Même B2G, quasiment. Oui, exact, absolument. Qui va être plus compliqué, mais ça unlock beaucoup de shit. Ben exactement. Ben, c'est parce que si on veut faire du soin à domicile, on peut pas faire du soin à domicile pour le trouble cognitif sans avoir des outils comme ça. Ça sera juste pas faisable. C'est le temps d'augmenter la densité de talent puis d'ambition en tech au Québec le 10 septembre avec la SaaSpass Conf 25, notre première édition. C'est exactement ça qu'on va faire. Ça va être toute la journée à Montréal chez Workleap. Il y a 250 places. Vous pouvez aller sur conf.saspass.com pour les détails. La programmation va être insane. Il y a des keynotes de GR de Workleap, Raph Paquin, Vicky Boudreau, 2 des co-founders de Gaia, Marc-Olivier puis Olivier. Il va y avoir un pitch party, 5 startups qui compétitionnent devant jury et public. On va closer la journée avec un live pod avec nul autre que Greg Eisenberg, un de mes idoles côté business que j'ai réussi à faire revenir à ses racines de Montréal. Gros Pokémon légendaire, je suis bien content. Tous les commanditaires sont insane cette année. Merci à ce monde-là. Vous pouvez aller les voir sur conf.saspass.com/commanditaire avec un S. Workleap, Ange Québec, Capital Numérique, Good Bytes Studio, Gaia, Yak, Finalta. Merci tellement. Allez voir leurs AI avatars sur le site. Comme je vous dis, il reste des billets en ce moment, mais c'est sûr qu'on va être sold out. Il y a juste 250 places. conf.saspass.com pour acheter vos billets. Cheers! C'est vraiment hot. Vraiment, vraiment hot. J'ai comme une semi-blague en tête depuis tantôt de me dire, je pourrais comme offrir ça à du monde que j'aime, puis genre leur dire, on fait juste tester, puis tout ça, puis juste leur envoyer des trolls. Tu sais, des affaires, genre. Anyway, my bad. All right, moving on.
Ben justement, on va move on à une partie plus peut-être personnelle, mais quand je faisais ma recherche, j'ai vu justement qu'il y a un moment où tu as comme vu ton père s'occuper ta grand-mère qui était atteinte de démence vasculaire. Ouais. Puis ça a comme été un peu un haha moment, ou du moins un moment charnière où est-ce que tu as catché qu'il y avait un impact social plus une opportunité d'affaires. Comme conte-moi ça un peu. Oui, c'est ça. Fait que si tu sais, je retourne il y a justement 7-8 ans, là, j'avais 2 business sur papier un peu, là, que je me disais, est-ce que je fais un dating app? Est-ce que je fais l'autre truc, c'était pour les enfants, puis un programme pour les aider au niveau des accidents. Tout social déjà, by the way. Oui, c'était quand même social. Ouais, sur l'affaire des enfants, c'était quand même social aussi. Puis peut-être je le ferai un jour, là, parce que tu sais, j'avais un deck, puis on était quand même avancé dans la conceptualisation. Puis en fait, un de mes amis du cégep, lui, il est devenu médecin gériatre. Donc le docteur Kwok Nguyen, il est médecin gériatre, il se spécialise dans le vieillissement. Puis là, il dit, tu sais, Val, si tu veux faire de l'entrepreneurship, le vieillissement, là, il y a du white space partout. Là. C'est pas juste des nice to have, là, c'est des must have, là, c'est des choses qui n'existent pas, puis qu'on pourrait vraiment aider le plus de personnes âgées possible. En même temps, ma grand-mère était diagnostiquée avec la démence vasculaire. Puis là, je voyais mon père, là, où est-ce que tu achètes ça, des vêtements adaptés, puis qu'est-ce qui pourrait l'aider dans sa transition en CHSLD, etc. Puis qu'est-ce qui est intéressant pour nous, c'est que, fait que j'ai vu ça. Fait que c'est sûr que comme l'aspect de ma grand-mère est venu jouer, mais aussi je suis quelqu'un qui aime beaucoup les chiffres. Mathématiquement, qu'est-ce qui s'en vient ne fait pas de sens. Comme c'est mathématiquement impossible. Le vieillissement, il n'a même pas commencé, puis on en sent déjà les effets. Fait que le silver tsunami. Oui, exactement. Fait qu'en ce moment, on sent l'effet de beaucoup de gens qui partent à la retraite, mais on sent pas l'effet de beaucoup de gens qui ont besoin de soins. Parce que le premier baby boomer, il vient d'avoir 80 ans. Fait que le premier baby boomer, il a 85 ans en 2030, puis le dernier baby boomer a 85 ans en 2050. Fait que c'est de 2030 à 2050 qu'il va avoir un effet vraiment massif de ce vieillissement-là sur notre système de santé. Okay. Fait que moi, quand je regardais ces chiffres-là, je me dis, OK, le vieillissement, là, c'est la société au complet là, qui va être impactée de tout ça. Donc, dans notre cas, nous, on est parti avec des entrevues terrain. Fait que, tu sais, il y a des fondateurs qui ont une idée, là. Nous, c'était, on veut faire quelque chose dans le vieillissement. Fait qu'on a fait 60 entrevues, des sociétés Alzheimer, des professionnels de la santé, des proches aidants, des résidences pour personnes âgées, puis on leur demandait qu'est-ce qui manque, qu'est-ce que, tu sais. Puis là, on se faisait souvent répondre, j'ai vu quelque chose sur Facebook. Je sais pas si ça existe ici, je sais pas si c'était en France. Puis là, on se rendait compte que comme le Québec était isolé de l'innovation en vieillissement parce que quand ça venait des États-Unis, c'était pas traduit. Quand ça venait de l'Europe, c'était pas la bonne prise électrique. Des fois, les gens disaient, j'ai vu quelque chose sur Internet, je sais pas si ça va fonctionner pour mon parent. Fait que là, on était comme, notre première étape, on va rassembler ce qui existe en innovation pour le vieillissement. On va le vetter, on va s'assurer que ça fonctionne. On va le distribuer parce qu'à un moment donné, si tu peux pas l'importer, tu sais, comme l'individu qui importe un produit à la fois, ça fait pas de sens. Fait qu'on a comme centralisé ça, puis c'est comme ça que Eugéria est partie. Insane. Fait que, juste pour être clair, ça veut-tu dire que tes premières ventes, mettons, c'était comme j'importe un produit existant et je l'adapte ou... Les premières ventes, c'était vraiment plus, on a bâti une plateforme de e-com, on vettait des produits. Moi, mes grands-parents les ont toutes testés. Puis nos premières ventes, c'était vraiment B2C. Après, on est allé en B2B. Après, on est allé en R&D. Puis on a commencé à développer nos propres logiciels puis nos propres hardware. Okay. Mais l'étape, là, c'était vraiment un e-com. Après ça, du B2B. Puis après ça, de la R&D. Ouais. Puis la barrière à l'entrée au e-com était plus basse, fait que ça te permettait d'avoir des ventes dès le début. Ouais, c'est ça, c'est qu'on a eu des ventes quand même vraiment vite. Puis depuis ça a validé vite, dans le fond. T'étais comme, il y a vraiment de quoi ici. Oui, mais en fait, puis je dirais, une chose au début, c'est qu'on faisait vieillissement en général. Fait qu'on avait mobilité, vision, audition, troubles cognitifs. Puis quand ça a fait 1 an que le site web renaît, on a fait plein d'analyses, puis troubles cognitifs, c'est là qu'on avait le plus de trafic. Fait que notre premier pivot, là, si je peux dire, c'était un pivot vers la maladie d'Alzheimer. De dire, OK, comme il y a des gens qui font mobilité, ça existe, c'est des marchettes, des chaises roulantes, tu peux acheter ça dans quand même plusieurs endroits. Mais tout ce qui est les aides techniques à la cognition, ça n'existe pas. Fait que nous, on va prendre ce marché-là. Puis là, on a fait un refocus sur la partie cognitive. Vous avez fait fuck les marchettes, c'est pas pour nous. On s'est dit, c'est facile à le trouver. Exactement, exactement. Tu peux pas aider tout le monde, faire tout. Puis toi, tu runs une business. D'ailleurs, tu runs une business, fait y avait-tu aussi un aspect profitabilité qui était meilleur que les aides cognitives, genre? T'as-tu les meilleures marges? Non, ça pas nécessairement. C'était pas nécessairement ça. Non, c'était pas nécessairement. C'est plutôt l'engouement. Exactement. Okay. Personne ne le faisait trop cognitif. Okay. Puis, je veux dire, il y a un marché des aides techniques à la marche. Il y a un marché des aides techniques à la vision, à l'audition. Mais il est où le marché des aides techniques à la cognition? Des outils qui t'aident à réfléchir, des outils qui compensent pour toi quand tu as de la misère, puis justement, tu as un brain fog complètement, puis tu oublies tes affaires. Là, nous, c'est ces outils-là qu'on vient comme
un distribué s'il existe, mais développé s'il n'existe pas. Mais c'est crade. Puis honnêtement, là, je vais faire un peu de narcissisme conversationnel, mais moi, quand je vais être vieux, d'après moi, comment que je suis embrumé déjà, là, moi, d'en avoir besoin. Fait que je suis content qu'il y ait quelqu'un comme toi qui en développe. Mais tu sais, c'est-tu fair de dire que c'est comme une nouvelle catégorie, l'aide cognitive? T'es-tu en mode création de catégorie? Si oui, c'est stressant, ça, tu sais, créer une nouvelle catégorie. Création d'écosystème. D'écosystème, OK. Oui, dans le sens qu'on se fait souvent demander ça, là, pourquoi vous ne faites pas juste des produits? Oui, mais si j'ai des produits puis il n'y a pas de channel pour les distribuer, ça va être vraiment dur de vendre mon produit. Puis si je fais un marketplace, puis il n'y a pas assez de produits qui arrivent sur le marché, mais là, à un moment donné, mon marketplace, il n'y aura plus rien à vendre. Puis, je veux dire, il faut qu'il y ait de la nouveauté, il faut qu'il y ait des nouveaux outils qui rentrent. Fait que pour nous, on s'est dit, il faut pousser les deux. Il faut créer des produits et créer le channel de distribution. Puis c'est ça un peu qu'on a avec nos... Eugéria, c'est notre bras de distribution, puis idem, c'est notre bras où est-ce qu'on crée des produits. Mais ça me buzz un peu, Val, parce que genre, tu sais, moi, je viens de l'école Software Bootstrap, là, fait que c'est genre, règle une petite affaire vraiment bien, genre, juste avec du software, déborde pas, scope ton produit, dis non. Puis là, tout est comme, non, on va créer une nouvelle catégorie, on va faire un marketplace pour ça, il va y avoir de l'e-com, nous, on va en innover des produits, sinon on va en vêter d'autres, on va tout mettre ça en place. Je suis comme, man, je sais pas comment tu gères cette complexité-là. Non, mais tu sais, ça, les gens sont comme, non, d'habitude, c'est un persona, mais tu sais, une des choses aussi dans la maladie d'Alzheimer, c'est que notre persona, c'est le prochain aidant, qui est personne et tout le monde. Fait que le prochain aidant, il peut avoir je sais pas moi, il y a des jeunes prochains aidants d'ailleurs, là, c'est de plus en plus un nouveau phénomène parce que les gens ont eu leur enfant de plus en plus tard. Fait que là, il y a des gens qui sont prochains aidants comme mi-trentaine, fin vingtaine, où il y a des gens qui s'occupent d'un grand-parent, jusqu'à, il y a des gens qui sont prochains aidants à 80 quand ils s'occupent de leur conjointe. Fait que le prochain aidant, là, il est partout et nulle part. Puis la personne qui a la maladie d'Alzheimer est entourée d'un prochain aidant, d'une résidence privée pour aînés, d'un CHSLD, d'une ergothérapeute, d'un médecin. Fait que tous les gens autour. Fait que c'est ça. Fait qu'on n'a pas le choix d'être B2C et B2B et B2G. Comme si on veut vraiment aider la personne qui a la maladie au milieu, je pense que ça aurait été une erreur de se prendre juste un segment. Puis à la fin, il fallait qu'on aille dans du multisegment, même si c'est pas le playbook normal en startup. C'est vraiment sick. Je suis tellement stoked qu'il y ait du monde qui s'attaque à des problèmes tellement importants puis cruciaux. Puis tu sais, en tout cas, il y en a eu de l'Alzheimer dans ma famille, de mon côté, du côté de ma blonde, puis tout, puis c'est comme, quand tu le vois, là, tu fais comme, man, genre, faudrait bien que quelqu'un essaie de faire quelque chose avec ça. Absolument. Puis moi, je l'ai vu avec mon grand-père aussi. Mon grand-père, il a vécu avec la maladie, puis il a souffert de la maladie. Puis c'était deux choses différentes. Comme il y a eu quelques années de bonne qualité de vie. C'était difficile sur ma grand-mère, mais on avait des outils adaptés. Puis il y avait de la qualité de vie. Il était content de nous voir. Il faisait encore ses activités, mais avec un trouble cognitif. Puis à la fin, il y a eu une chute. Puis là, il a souffert de la maladie parce qu'il y avait un trouble cognitif. Il n'a pas été capable de faire de la réadaptation. Il n'a pas été, tu sais, puis là, à la fin, finalement, il est décédé il y a 1 an et demi. Mais il y a ça aussi, c'est que je trouve que des fois, on ne sait pas assez casser la tête de dire, y a-t-il encore de la qualité de vie? Puis oui, il y a un gros moment dans cette maladie-là qu'il y a de la qualité de vie. Il faut juste avoir les bons outils, il faut juste adapter. Il y a des journées plus challengeantes, mais ça, toi et moi aussi, on a des journées plus challengeantes. Là. Pas moi. Non, jamais. Peut-être toi. C'est ça. Non, mais c'est intéressant parce que souvent, quand je vais dans des conférences, ils parlent de ça. Comme on essaye que la personne âgée ait plus de risques. Fait que là, on l'enferme, c'est justement, là, on met sur des étages protégés puis tout. Mais toi puis moi, on a du risque quand on traverse la rue, quand on épluche une patate, c'est comme, il y a le risque fait partie de la vie aussi, comme des bonnes et des mauvaises journées. Puis là, c'est comme quand il y a cette maladie-là, on essaie de le voir des fois un peu trop linéaire, c'est comme. C'est vraiment. Alors qu'il y a encore de la qualité de vie, mais il faut se casser la tête puis il faut avoir mis les outils en place pour que la qualité de vie soit là. C'est vraiment beau, j'aime ça, c'est comme accepter le risque, même dans une situation comme précaire, juste le padder, un peu comme nous on fait. Ouais, j'adore tout ça. Je veux juste revenir vite fait. Dr. Nguyen, cool, c'est son ami de cégep. Cool, c'est un docteur avec un titre fancy, mais ça veut pas nécessairement dire que ça fait de lui un bon co-founder. Fait que comment t'as comme vété ça? T'as-tu pris un risque un peu? Je pense que c'est important de parler de ça. Oui, c'est ça. Ben, lui, en fait, moi, puis quand on avait été dans les assos étudiantes au cégep ensemble. Fait qu'on avait déjà travaillé ensemble. Lui, il était président de l'asso, moi, j'étais vice-présidente. Fait que, on avait fait comme une année comme ça ensemble. Puis dans le cas de Dr. Nguyen, c'est qu'il est plus notre expert médical. Fait qu'il est pas avec nous temps plein. Il est encore médecin au CHUM, il a une chaire de recherche. Gotcha. Fait que c'est plutôt, il est là comme expert médical. Fait que ça s'est très bien passé, là. Make sense. Puis, j'imagine, mettons qu'on avait donné un conseil aux startups qui veulent être dans le domaine de la santé at large.
avoir des experts quand même dans ton founding team, important, sur le board, genre, tu sais, quand tu lis ça sur le site web, quand je checkais, j'étais comme, ouais, c'est sûr que quand t'as tous ces titres-là qui disent, oui, c'est vraiment de la bombe, les produits, ça aide. Low-hanging fruit de conseils, whatever, moving on. T'as comme dit ce que toi, tu faisais pour le vieillissement, mais la chose qui m'intéresse, c'est de savoir ce que les gens... T'as-tu des compétiteurs directs ou t'as-tu des compétiteurs indirects? Mettons, le monde, comment ils essayaient d'accompagner une personne à l'Alzheimer avant d'avoir le toutou vraiment nice, que j'ai vu une vidéo de toi qui faisait ça, ou genre l'horloge, ou genre la table qu'on va parler un peu plus tard. Comment ils règlent le problème, le monde, sans ça, sans toi? Oui. Ben, tu sais, c'est sûr qu'il existait là, des petits, peut-être distributeurs ou, tu sais, il y a un site web aux États-Unis qui s'appelle Alzheimer Store, qui est spécialisé là-dedans. Puis d'ailleurs, maintenant, c'est notre channel parce qu'on a mis l'horloge idem dans ce compétiteur-là. Fait qu'une des choses aussi, c'est parce qu'on est et marketplace et produit, ben, un compétiteur devient aussi un partenaire d'affaires. C'est une petite industrie, c'est très fragmenté, c'est plusieurs petits joueurs. Puis une des choses qui est pour nous vraiment importante, c'est ces partnership-là. C'est qu'il y a des gens qui ont une partie de ce puzzle-là que mis ensemble, ça crée un écosystème, ça crée une industrie qui va être vraiment intéressante. Après ça, je dirais le nombre de fois que ça arrive que quelqu'un nous trouve et dise « Ah, j'aurais aimé ça vous connaître il y a 5 ans. J'aurais aimé ça vous connaître il y a 10 ans. » Il y avait un gap dans le marché. Tu sais, ça reste que le prochain dan, il y a 5 ans ou 10 ans, ils ne savaient même pas que ça existait, cet outil-là. Des fois, ça n'existait pas non plus. Tu sais, le chat robotisé, qui est super bon pour l'isolement social quand la personne a eu un chat, c'est de la robotique. Ben, ils ont commencé en 2019 ou 2018. Fait que il y a beaucoup de ces compagnies-là aussi qui sont quand même jeunes dans leur trajectoire d'entreprise. Puis, comment vous faites pour rendre ça accessible au monde? Genre, tu sais, je veux dire, mettons que t'as été chanceux, privilégié et ou talentueux, puis que t'as plein d'argent ou que ta famille a plein d'argent, t'es comme, ben, peu importe le prix, je vais payer, tu sais, pour aider mon grand-papa ou ma grand-maman, mettons, qui ont de l'Alzheimer. Mais mettons, t'as pas ça, ce privilège-là. Des fois, ça peut être cher, là, 500$, mettons, je sais pas quoi. Fait que, comment tu fais pour rendre ça accessible, genre, au monde? Mais nous, la majorité des produits sont un peu en bas du 200 ou 250. Tu sais, comme l'horloge idem, on l'a mis à 250, justement, pour que ce soit un peu plus accessible. Puis je dirais qu'il y a certains des produits que les ergothérapeutes peuvent fournir. Fait que, tu sais, un CLSC pourrait dire, voici une télécommande adaptée, tu sais, tu l'utilises pendant quelques mois. Fait que nous, le système de la santé est un de nos acheteurs parce que, justement, des fois, ils ont des outils comme ça qui vont passer d'une famille à l'autre. Sinon, après ça, je dirais que dans tout ce qui est le adapté, tu sais, on a des cassettes adaptées, des peintures adaptées, des choses que tu peux faire avec quelqu'un qui est en phase plus avancée de la maladie. Ben, genre Noël. Tu sais, Noël, c'est au lieu d'acheter un polo, au lieu d'acheter quelque chose d'autre. Fait que, mais on a essayé quand même, sur nos prix, depuis le début, on s'est benchmarké pour qu'on soit tout le temps le plus bas prix. Qui est possible. Fait qu'à mettons que le chat et le chien il est sur Amazon, on prend ce prix-là. Là, on va pas le mettre plus haut. Là. Fait que vous avez ça à cœur. Oui. L'accessibilité vraiment at large des produits, c'est sick. Vraiment sick. Puis plus on va grandir, plus on va être capable de réduire les coûts. Il y a ça aussi, tu sais, mon background plus consultant est comme, OK, c'est super fragmenté. Fait que là, on est plein de petits joueurs. Là, tu sais, je sais, dans mes fournisseurs, il y en a qui sont à 1 million de chiffre d'affaires, 2 millions de chiffre d'affaires, 3 millions. Mais ils ont toutes leurs comptabilité, ils ont toutes leurs, tu sais, à un moment donné, c'est quand tu consolides ça qu'il va y avoir aussi des économies d'échelle puis qu'on va pouvoir réduire les prix. Fait que nous, c'est comme ça qu'on le voit aussi un peu. Là. À un moment donné, tu vas toutes les acheter. Ben, il y a une opportunité de consolider le marché. Ouais. Comment vous l'avez financé, la croissance d'Eugéria? On dirait que je sais que tu as dit que tu as mis du cash de côté tantôt et tout, mais genre, c'est beaucoup de produits soit à importer et ou à développer. Fait que genre. Ouais. Fait que jusqu'à maintenant, on a levé autour de 2 millions canadiens là, dans l'histoire d'Eugéria. Dilutif ou non? Dilutif, oui. Ah oui, ça, dilutif, ça, dès le début, par exemple. Puis même, on s'est donné une valo, là. Fait que les gens ont de l'équité, là. C'est pas un safe, là. Ça, c'est peut-être un côté plus... mais en fait, même influencé par certains de nos investisseurs, là, mais tu sais, donnez-vous une valeur, là, puis c'est comme ça qu'on l'a fait. Puis tu sais, 2 millions, puis on a peut-être généré cumulativement 22 millions là, à travers les années de revenus. Là. Fait que tu sais, je pense qu'on a été quand même très efficient sur notre cash. Clairement. Il y a des années qu'on est profitable, fait qu'on sait qu'on est capable d'être profitable, puis il y a des années qu'on réinvestit beaucoup plus en R&D. Fait que souvent, c'est comme on arrive à flush la profitabilité, puis notre perte est vraiment sur le R&D, puis sur... c'est des VC classiques, ce que je t'ai quand même interrompu? Non, c'est toutes des anges investisseurs. Fait que nous, là, on l'a fait avec des gens qui comprennent qu'est-ce qu'on veut faire, qui comprennent souvent la maladie, même qui ont quelqu'un autour d'eux qui l'ont. Beaucoup d'entrepreneurs qui eux-mêmes ont eu leur business. Puis ça nous fait une belle cap table d'individus, mais d'individus qui ont à cœur aussi qu'on réussisse pour l'aspect et social et business. Puis à la fin, moi, j'ai envie de bâtir ça sur 25 ans. Là. Fait que j'ai pas... C'est ton life. Fait que, puis c'est tellement... La vision qu'on a, elle est grande quand même. Fait que
ce que j'aimerais faire, puis je sais que c'est pas le play typique, mais j'aimerais ça qu'il y ait assez de gens sur le cap table pour que les gens puissent sortir, d'autres gens puissent rentrer, que, tu sais, ouais, c'est ça, qu'il y ait même aussi que, tu sais, si une année, puis là, c'est arrivé, il y a quelqu'un qui voulait sortir, s'acheter une maison, mais on a trouvé d'autres personnes où la compagnie peut le racheter ou tout ça. Très cool. C'est comme ça que je l'imagine, ouais. C'est vraiment cool. Puis à 2 millions en dilutif, dans même en an, j'imagine qu'il n'y a pas 20 personnes. Là. Ah, ben oui, quasiment. OK. Fait que t'as pris quand même pas des énormes chèques nécessairement. C'est ça, non, pas nécessairement. T'sais, on a fait une première ronde, mettons, un 500 000, qui était là très peu de personnes. Mais le 1,5 qu'on a levé, c'était tout avec des individus. Puis on a pris des chiffres. Fait que c'est pas juste ça. J'ai beaucoup d'employés qui ont investi aussi. Là. Dans cette ronde-là de 1,5, là, il y a des gens qui ont dit, hey, moi, je pourrais-tu, j'ai pas un si gros montant, mais j'aimerais ça. Fait que j'ai beaucoup d'employés aussi qui sont sur le cap table. Fait que ça, j'aime ça, ouais. Insane. Ouais. C'est parce que vous avez une mission tellement noble que j'imagine que le monde veut participer autant qu'ils peuvent. Vous avez commencé avec quel produit avant de vous rendre à des trucs un peu plus fancy comme... Ben, je veux que tu m'expliques. Alors là, on l'a expliqué, mais genre, il y a le Tovertafel. Oui. Je sais pas si je le dis comme faux. Oui, Tovertafel. Okay. C'est Dutch, c'est néerlandais, puis c'est une table magique, en fait, qui c'est un projecteur qui lit le mouvement des mains de quelqu'un qui est en face. Fait qu'il serait là, genre, mettons, au-dessus de nous autres exactement. En ce moment. Puis il lit le mouvement des mains. Fait que quand tu fais un tout petit mouvement, il réagit. Puis souvent, dans la maladie d'Alzheimer, vers la fin, comme si tu bouges ta main, personne ne sait c'était quoi ton intention. C'était-tu d'attraper le verre d'eau? C'était-tu inconfortable? Ben là, le projecteur, il sait que tu voulais toucher à l'objet. Fait que ça brise l'apathie. Fait que ça brise vraiment comme les gens qui étaient là à pas rien faire et à pas participer. Puis la table magique, en fait, on est rentré dans le marché B2B avec ça. Puis au début, Canada. Puis après ça, on est allé aux États-Unis, entre autres avec la table magique. Parce qu'il y avait B2B, pas... c'est des résidences privées qui font pas que ça? Les CHSLD, les long-term care qu'on appelle en anglais. Puis aux États-Unis, en fait, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'il n'y avait pas un distributeur spécialisé dans les troubles cognitifs. Okay. Fait que pendant 1 an, ils ont cherché un distributeur américain pendant que nous, on démarchait le Canada. Puis là, à un moment donné, ils ont dit, ben, tu veux-tu t'essayer aux États-Unis? Puis chose intéressante, que je vais peut-être mentionner, puis mon père m'avait donné ce conseil-là. Il m'avait dit, tu vas voir, tu risques d'avoir plus de succès dans le nord-est américain qu'en Ontario, comme québécoise, là. Puis c'était vraiment vrai. Ah ouais, on est allé en Pennsylvanie, là, puis je pense qu'en Pennsylvanie, on a eu plus de succès qu'on avait depuis 1 an et demi en Ontario, là. C'est intéressant, ça. Oui, l'expansion... Puis là, je veux dire, en ce moment, il se passe des choses avec les États-Unis où est-ce que je sais pas si je referais ça dans le même ordre aujourd'hui. Là, parce qu'aujourd'hui, les États-Unis, c'est un marché qui est très incertain sur certaines choses. Il y a beaucoup d'incertitudes, puis on le sent dans nos clients, on le sent dans la vitesse des signatures de contrats, dans beaucoup de choses. Mais si, admettons, je me ramène il y a 3-4 ans, le nord-est américain, là, on est à côté du nord-est américain. Là. Puis aller à New York, c'est 1 heure d'avion. Là. Fait que c'est un marché qui est super intéressant, qui est vraiment proche de nous, puis qui est vraiment compétitifs, fait qu'ils sont habitués d'avoir bien de la compétition, puis sont habitués d'avoir plein de joueurs qui arrivent dans ce marché-là. Alors que je trouve qu'en Ontario, des fois, ben comme Québécoise, là, justement, il y a peut-être un mouvement plus canadien là, qu'on ressent dernièrement, mais sinon, c'est pas... ouais, c'est ça, j'ai pas trouvé ça aussi facile en Ontario que ça a été dans le nord-est américain. C'est vraiment intéressant. J'aurais pas cru, mettons. Ça aurait pas été mon réflexe. Puis j'ai le goût de comprendre la table magique, là. Oui. Grosso modo, tu me dis, genre, le projecteur qui est au-dessus de nous, qui va comme un peu estimer mes intentions avec mes mouvements. Cool, mais genre, il faut que je sois avec quelqu'un d'autre, right? Là? Non, tu peux... En fait, parce que la table va prendre l'initiative. Fait que si la personne a réagi plus, ben le ballon va devenir plus gros, plus petit. Plus gros, plus petit pour ramener son intention vers la table. Fait que oui, c'est mieux s'il y a un bénévole qui est là ou une préposée ou bénéficiaire, mais elle est conçue pour que quand il y a un changement de chiffre, admettons, il est 4 heures PM, 4 heures PM, c'est un moment avec beaucoup d'anxiété pour les gens qui ont la maladie parce que toute ta vie à 4 heures PM, tu t'en vas quelque part. Tu retournes chez toi, tu vas souper, tu sais. Fait que là, quand tu es en CHSLD, les gens veulent retourner chez eux à 4 heures PM. On appelle ça le sundowning. C'est comme le soleil se couche. Ah oui, on en parlait avec en tout cas, quelqu'un dans ma famille. Ouais. OK, c'est ça. Fait que c'est un moment qui est très connu pour être un moment de grande anxiété. Là. J'ai été dans une résidence il n'y a pas si longtemps, puis le monsieur voulait aller prendre le train. Puis c'était comme... Là, il était focusé sur il faut que j'aille prendre le train. Mais c'est en plus quand les équipes de soins changent. Fait qu'en plus, c'est un moment où est-ce que les équipes de soins, eux, retournent chez eux. Fait que là, c'est un moment de très grande anxiété. Fait qu'il y a des jeux qui ont des effets calmants, puis tu peux mettre le jeu, puis le jeu va juste runner. Fait que tu peux mettre 4-5 personnes autour de la table, l'équipe de soins change. Fait que ça va jamais remplacer le personnel, mais c'est un outil de plus pour venir, c'est ça, gérer certains comportements au lieu de prendre un médicament, comme qui est l'approche pharmacologique, qui après ça fait en sorte qu'il y a un effet secondaire. Là, tu prends un autre médicament, il y a un autre effet secondaire. La table magique a des effets comme ça thérapeutiques, mais sans l'aspect médicament.
C'est insane. Ouais. Vraiment insane. Puis ça, le price point doit être plus élevé pour un équipement comme ça. Exactement. Ouais. Plus élevé, ça vient avec une formation, ça vient avec une démo. Il y a beaucoup d'éducation à faire aussi. Tu sais, quand tu sais pas que quelque chose existe, c'est difficile de le googler. Fait que c'est ça qui est notre plus gros défi. C'est comme même l'horloge idem, là, genre comment la personne va googler horloge calendrier qui va m'aider à communiquer avec mon parent si tu sais pas que ça existe. Faut que tu bouges plus haut dans l'intention de recherche, dans C'est des ça. choses plus génériques, genre aide à personne à l'Alzheimer Exactement. ou outils, objets Exact. pour... Ou dans notre cas, nous, ben, si tous les ergothérapeutes du Québec nous connaissent, ben, eux parlent à 30 familles par semaine. Ou, tu sais, fait que la façon aussi qu'on se fait connaître, c'est peut-être pas les channels les plus traditionnels, genre c'est pas des Facebook ads dans notre cas, nous. Là. C'est vraiment d'autres façons de se faire connaître. On va y revenir à ça. Ouais. À votre commercialisation, si tu veux. L'acquisition d'Elder Grow, ça, c'est quelque chose que je voulais... C'était votre première, ça? Oui. Notre première plus grosse acquisition, si je peux dire. OK. Ouais. Dans le passé, on avait acheté une maison d'édition pour des livres adaptés, mais il y a 5 ans. Hein? Mais là, Insane. là, on a fait l'acquisition d'Elder Grow. Fait que toi, c'est ça, t'as tellement de manières de créer puis de générer de la valeur. Tu peux créer un produit, tu peux adapter ou vêter un produit existant, tu peux acheter des compagnies qui ont des produits. Mais là, Elder Grow, parle-moi un peu. Là, genre, c'est quoi que ça mange en hiver? Pourquoi vous avez acheté ça? Oui, fait que c'est une compagnie qui était aux États-Unis, basée à Seattle. Puis dans le fond, c'était des jardins thérapeutiques. Fait que l'horticulture thérapeutique, c'est prouvé que les plantes, de toucher aux plantes, à la terre, tout ça, ça a un effet extrêmement positif dans la maladie d'Alzheimer, sur l'agressivité, l'agitation, sur plusieurs symptômes comportementaux. C'était une belle compagnie. Il y avait 700 jardins à travers les États-Unis, fait que vraiment des jardins physiques. Il y avait des gens qui allaient donner des leçons 2 fois par mois et tout ça. Puis en fait, c'est une histoire intéressante parce que c'était une solopreneur. Puis tu sais, je pense que solopreneur, c'est quand même très difficile. Puis Orla, elle est géniale. Elle a amené ça pendant 9 ans. Puis il y a eu un moment qu'elle s'est dit, OK, ben j'ai donné tout ce que j'avais à donner, puis tu sais, j'ai plus envie de faire cette entreprise-là. Nous, en parallèle, on testait des jardins hydroponiques en ce moment dans les CHSLD, parce qu'on s'était fait demander souvent, est-ce que vous avez quelque chose sur la nature, est-ce que vous avez quelque chose sur les plantes? Fait que là, qu'est-ce qui nous manquait, nous, c'était la partie contenu, c'est la partie avec la lavande, puis quelqu'un qui a la maladie d'Alzheimer, quelle activité tu peux faire, puis le basilic, est-ce qu'il y a 2-3 choses que tu peux runner comme activité, de loisir, puis elle avait ça, elle avait 9 ans de contenu, elle avait une liste de clients. La liste de clients, en plus, comme elle était à Seattle, c'est beaucoup côte ouest. Nous, on est côte est. Fait que dans le fond, la majorité des gens qui ont un jardin, ils n'ont pas de table magique. Puis la majorité des gens qui ont une table magique, ils n'ont pas de jardin. Fait qu'en plus, exactement. Fait que là, dans ce cas-là, ben, on a acquéri les assets. C'est une acquisition plus pas de compagnie, mais vraiment de assets. Fait que le brand, le contenu qu'elle avait. La fille, es-tu restée ou elle est sortie, elle? Dans son cas, elle, c'est des choses personnelles aussi où est-ce qu'elle voulait avoir du temps avec sa famille. Fait que, OK. C'est vraiment, vraiment cool. C'est pas la première fois, Val, que j'entends que supposément, scientifiquement, la proximité à la nature, ça a comme un effet thérapeutique, biochimique, je sais pas quoi, que voir des couleurs, sentir des odeurs, sentir sous tes mains ou tes pieds, genre, je sais pas, là, les brindilles, puis tu le feels des fois quand tu vas marcher en forêt. Ma mère, on rit tout le temps parce qu'elle dit, ce que tu as besoin, c'est une bonne marche en forêt, genre, comme si ça réglait tout, là. Mais il y a de quoi? Il y a quelque chose. Puis même dans la maladie d'Alzheimer, une des choses aussi, c'est que des fois, même si tu t'en rappelles pas, ton corps s'en rappelle. Fait qu'une des choses aussi, c'est que c'est prouvé que si tu as des émotions positives, ton corps se rappelle de ça le lendemain, la journée d'après. Fait que tu sais, justement, ta marche en forêt, le lendemain, ton corps se rappelle que tu es allé dans ce moment-là qui était comme positif. Puis souvent, dans la maladie d'Alzheimer, on se dit, ah, ben là, ils s'en rappelleront pas demain. Ouais, mais si c'était positif, là, ça a peut-être un plus gros effet qu'un médicament parce qu'à la fin, le corps se rappelle de ces émotions-là. Donc, oui. C'est vraiment hot. Puis, tu sais, pour faire un pas vers du philosophique, là, mais genre avec les AI, puis tout ça, on se demande tout le temps qu'est-ce qui nous différencie. Comme knowledge workers, ben c'est genre, toi, dude, t'as une quantité de capteurs puis de sensors dans toi, puis une forme d'intelligence puis de mémoire qui vient de ton corps, ton expérience dans le vrai monde, tu sais. Puis ça, c'est complètement différent, tu sais. En tout cas, je veux pas trop déraper là-dessus, mais ça m'intéresse vraiment. Fait que là, dans le fond, t'as parlé du Silver Tsunami, puis ça, ce que ça veut dire, c'est comme société, on a plein de gens qui vont vieillir, eux vont avoir plein de problèmes, ça va avoir une charge sur notre système de santé et probablement notre économie. Fait que pour toi, c'est une menace sociétale, mais c'est aussi une opportunité d'affaires. Ouais. Right?
Est-ce qu'il y a d'autres mondes qui capitalisent là-dessus? Ouais. Est-ce qu'on devrait... Qu'est-ce qu'on doit dire à propos du Silver Tsunami pour genre sensibiliser le monde maintenant? Oui. Mais c'est tellement intéressant parce qu'il nous en faut plus de gens. Puis tu sais, une des choses quand on a commencé Eugéria, c'était tout le monde t'arrête d'innover ailleurs, ben je vais aller innover en vieillissement. Comme il n'y en a pas assez de gens qui innovent en vieillissement. Ouais. Puis souvent aussi, on s'imagine comme que le vieillissement, c'est en silo. Mais c'est pas en silo. Tu sais, fait que je vais donner un exemple. Qu'est-ce que tu veux dire, ouais? Oui, ben je trouve que comme société, on se soucie pas tant du vieillissement, mais comme individu, on aime tous nos parents, puis on se soucie tous de nos parents qui vieillissent. Fait que comme individu, c'est ça, on aime en majorité, on aime beaucoup nos parents. Fait que je vais donner un exemple avec l'horloge IDEM. À un moment donné, on a une cliente qui nous appelle, elle dit, moi, mon père m'appelait 5 fois par jour. Là. Puis là, depuis que l'horloge IDEM, moi, je l'appelle à 5h30, j'embarque dans l'auto, je l'appelle, allô papa, t'as eu une belle journée. Oui, l'horloge, il me dit quoi faire. Je suis allée à mon activité en bas, tu sais. Bon, puis cette femme-là est prof au secondaire. Fait que là, je disais à mon équipe, oui, on est content, on a aidé son père, mais on a aidé une prof au secondaire qui se faisait déranger 5 fois par jour, qui est le 30 étudiants. Tu sais, fait que c'est pas en silo en ce moment, le vieillissement. C'est les gens qui ont un proche qui a la maladie, ben ils sont infirmières, ils sont profs au secondaire, ils sont dans la société, ils ont un emploi. Tu sais, fait que ça nous prend plus d'innovation, ça, c'est certain. Puis oui, ce qui s'en vient aussi, tu sais, que je regarde ma fille a eu des problèmes de santé, puis bon, elle a été diagnostiquée avec la maladie cœliaque. Fait que là, bon, maintenant, plus de gluten, elle a repris sa courbe de croissance et tout ça. Mais le diagnostic a été tellement long. Tellement long, là, des années. Là, ça a pris des années à ce que son poids décline, qu'on n'était pas trop sûr. Puis, entre autres, à un moment donné, c'est parce qu'on n'avait plus de médecin, puis il y avait plus de médecin, puis on avait changé de code postal. Puis, tu sais, fait que pour moi, il y a ça aussi, c'est que dès qu'on innove, puis on libère une ressource, si on libère une ergothérapeute, ben cette ergothérapeute-là, elle peut servir un enfant, elle peut servir une personne avec un problème de santé mentale. Tout est connecté. Puis je trouve que des fois, on le voit trop en silo, mais c'est ça qui fait que dans les 25 prochaines années, on a un défi immense, c'est que c'est connecté. All right, folks. Le Spotlight partenaire du mois, c'est Émilie Carignan, Fractional CMO pour B2B SaaS. Elle et moi, on a enregistré une belle capsule sur les jobs to be done, donc le framework pour poser des bonnes questions clients, puis sur comment elle utilise un petit hack AI avec Notebook LM qui transforme tes transcripts d'entrevues clients en rapports clairs sans hallucination. Si tu veux catcher pourquoi tes clients embauchent ou pas ton produit, passe donc voir son profil sur saspace.com/partenaire avec un S, scroll down un petit peu Émilie Carignan, The Letter M, ou check out la vidéo YouTube directement. Le lien est dans les show notes. OK? Back au pod. Ça résonne tellement ce que tu viens de dire, puis ça me fait penser à genre, les bons entrepreneurs, souvent, ils vont considérer les effets secondaires puis tertiaires de la roche qu'ils lancent dans le pond, là, mettons. Là. Puis toi, dans ton cas, moi, je le vois, genre, ma mom, mettons, qui est dans soixantaine, elle aide sa mom, qui est dans plus 80, plus. Puis genre, la quantité de temps puis d'énergie que ça y prend, quand même, tu sais, c'est impressionnant. Elle partage la charge avec ma marraine, mettons, puis tout ça. Puis j'ai l'admire de faire ça et tout. Mais mettons, tu unlock, je sais pas, 50% d'aide de plus à ma mamie que ça n'a pas besoin d'être ma mère. Mais ma mère, elle a ce temps-là pour, elle, bénéficier de sa vie, prendre soin d'elle, de sa santé, de m'aider moi, plus. Mais oui, puis là, après ça, moi, je peux faire plus de podcasts, puis là, tout le monde regarde. Oui. Mais je comprends qu'est-ce que tu veux dire. Tu sais, c'est insane, là. Ou même de redonner la relation qu'elle soit belle. On a interviewé une personne âgée qui utilisait notre pilulier. Puis elle a dit, tu sais, c'est le fun. Avant, ma fille, elle arrivait, puis elle me chicanait. Tu sais, elle a dit, t'as pas bien pris tes médicaments. Puis là, la dame âgée, elle me disait, moi, je voulais pas me tromper. Tu sais, elle avait pas comme un désir de se tromper, mais le pilulier qu'elle avait était confusant, puis elle se trompait. Fait que là, avec ce nouveau pilulier, elle dit, là, quand ma fille, elle vient, ben elle regarde, puis je les ai toutes pris comme il faut, tu sais. Puis là, c'est aussi ça, c'est aussi dans la relation mère-fille ou fille, c'est ça, comme de redonner à cette relation-là de la beauté parce que les outils adaptés sont venus compenser pour le trouble cognitif, puis la relation peut redevenir une belle relation. C'est vraiment malade. Honnêtement, je pense que si je ferme ça se passe, je vais être pour toi. Ben écoute. C'est trop sick. Il en faut. C'est trop sick. Il y a une affaire que je veux te parler, puis tu me diras ce que tu en penses. Puis ça m'a fait buzzer tantôt quand tu as dit on a nos enfants de plus en plus tard. Donc, nos parents vieillissent alors que nos enfants sont encore jeunes. Puis moi, longtemps, ce que j'ai vu de, mettons, la génération après moi, c'est OK, t'as des kids, tes élèves, jusqu'à temps qu'ils aient 18, puis là, de 18 à 25, dépendamment de la maturité de l'enfant, t'es encore impliqué ou pas. Puis là, à un moment donné, t'as comme un break, genre de
t'occuper d'autres personnes, là. Puis tu peux genre voyager un peu, c'est à la fin de ta carrière, t'as des économies, peut-être tu prends ta retraite, t'en profites un peu, puis là, boum, tes parents tombent malades ou ils ont problème, puis là... Et les petits-enfants aussi, tu sais, des fois. Parce que c'est ça aussi, là, je veux dire, pour notre génération, que des jeunes enfants, on aimerait ça que les grands-parents soient impliqués, mais là, les grands-parents s'occupent des arrière-grands-parents. Exact. Tu sais, fait que ça change, oui. Puis, fait que t'as comme... Mais je trouvais quand même que t'étais capable quasiment d'avoir un break puis pas trop d'overlap de t'occuper de plein de monde. Mais là, nous, si on a nos flows à 35, 37, 38, 39, puis que nos parents commencent à décliner, on va être des bébés puis des personnes âgées qui deviennent de moins en moins autonomes. C'est fucked up, là. Oui, on appelle ça la sandwich generation parce que tu t'occupes d'enfants et de parents vieillissants. Puis le club sandwich, c'est quand t'as comme grands-parents et parents vieillissants et enfants. Ou t'as des petits-enfants, tes enfants et un... Fait que des fois, c'est comme... Ouais, c'est ça. Des fois, c'est comme il y a 4 générations. Puis là, il y a une génération qui s'occupe de 3 générations un peu, là. Puis en termes de statistiques aussi, les gens âgés aujourd'hui ont eu en moyenne 3,8 enfants. Ou en tout cas, le chiffre exact, je l'ai pas, là, mais entre 3 et 4 enfants. Mais les baby boomers ont eu plus autour de 2 enfants. Fait qu'en fait, quand ils font les modèles mathématiques, aujourd'hui, il y a 1 personne sur 4 qui est proche aidante dans notre société, mais ça s'en va vers 1 sur 2. Fait que, tu sais, pour n'importe qui est un employeur, ben ça va être 1 employé sur 2 qui est peut-être en train de dealer avec une situation personnelle d'un parent vieillissant et tout ça, parce qu'il y a eu moins d'enfants par famille. Puis là, nous, on est là, on fait des side projects, soir et week-end, genre, essayer les hacks, puis tout. C'est comme, ma mère a besoin que je m'occupe d'elle chaque soir et week-end, genre. Fait que, tu sais, ça va avoir un impact sur nous autres aussi. Puis, si tu fais, puis on le coupera au pire, là, si tu trouves que c'est un peu bizarre, mais j'ai quand même l'impression, aussi, qu'il y a encore des attentes que ce soit plus la femme dans la famille qui s'occupe, qui soit la proche aidante, genre, puis qui s'occupe des personnes vieillissantes, puis tout. Puis on dirait que ça m'énerve, genre. Oui, ben je pense que c'est quand même vrai. Il y a un peu plus de femmes qui sont proches aidantes que dans des tes hommes. Stats, tu vois ça, mettons? C'est juste mais des fois, par exemple, ce que je vais dire, par contre, c'est que des fois, la famille se sépare les choses. Fait que nous, on le voit même chez Eugéria. Ça va être le gars dans la famille qui a fait la recherche. Ou comme la fille va dire, maman a besoin de ça. Puis le frère, ben lui, il est plus technologique, il est plus techno, il va aller faire sa recherche sur Internet, il va trouver la télécommande adaptée, il va l'apporter. Mais c'est quand même la femme qui est peut-être là plus d'heures. Mais des fois, on voit que les frères et sœurs se séparent la tâche. Ça, c'est beau. Puis il y a quelqu'un qui peut s'occuper plus des finances ou plus de la technologie ou plus de... Puis il y en a une qui c'est plus dans le care, dans le jour, dans les besoins de base. Fait que... Des fois, on voit ça aussi. Je pense que, dans le fond, regardless du sexe, c'est comme, si vous êtes une équipe, tu sais, c'est quoi vos forces, faiblesses, puis tu sais, genre, orientez-vous. Exact. Comme, tu sais, si moi, mettons, avec ma soeur, il fallait qu'on s'occupe de ma mom, puis que ma soeur a dit, OK, on fait la bouffe à FNAF, ben, la moitié du temps, ma mère, elle mangerait de quoi de dégueulasse, parce que c'est moi qu'il faudrait qu'il fasse. All right. Fait que, c'est quoi les principales différences, mettons, que tu dirais entre le marché canadien et américain que tu as vu à date? Mais dans le B2B, fait que plus pour les résidences pour privées, le marché américain est très relationnel. Fait que très... handshake, genre? Il y avait quelqu'un qui m'avait dit, pour rentrer dans le marché américain, tu as besoin de 3 choses. Be here, be clear, be patient. OK? Fait que tu as besoin d'être physiquement là. Les Américains ont besoin de te voir, ils ont besoin de comprendre t'es qui, ils ont besoin de savoir de qui ils achètent. Be clear, c'est qui ton target market, qu'est-ce que tu as à leur vendre, puis be patient parce que ça prend quand même du temps, tu as besoin d'investir. Tu rentres pas dans le marché, puis ça se fait comme ça. Puis il y avait quelqu'un on avait engagé un consultant pour un go-to-market strategy là, dans le marché américain, puis il dit le go-to-market, c'est toi. Il me pointe. Il dit, moi, je t'ai vu, là, ton petit accent French-Canadian, t'es capable, tu sais. Il dit, les deals, là, il arrive le soir à 7h PM, à 10h au bar, tu sais, Puis le pire, c'est que je suis allée un moment donné dans une conférence, j'ai déjeuné avec quelqu'un le matin, mon équipe avait tout fait le travail, là. On avait fait une démo, on avait tu sais, on avait donné le proposal, tout ça. J'ai déjeuné un matin avec un monsieur qui fait partie de cette organisation-là. Le contrat est signé 4 jours plus tard. Tu sais, fait que le contrat, il était peut-être sur son bureau, il était peut-être sur le bureau d'un autre, tu sais, mais c'est très dans la confiance, la relation, puis en B2B, je pense que c'est quand même ça. Puis même quand tu regardes les différents SaaS américains, il y en a plein qui disent, va voir ton client, prends l'avion, va là, tu sais, vas-y, va manger avec, tu sais, fait qu'il y a quand même beaucoup qui est dans le relationnel encore, alors qu'au Canada, c'est beaucoup, on fait la joke des fois de checklist. Tu remplis telle case, telle case, telle case. C'est des processus d'approvisionnement qui sont vraiment structurés, qui sont vraiment, tu sais, c'est un peu différent. Mais c'est-tu à cause que nous autres, il y a une densité
publique, gouvernementale plus forte dans la santé qu'eux autres, genre? Qu'est-ce que tu penses que cette différence-là mais moi, explique? j'avais été dans un truc de fondateur, puis il avait dit, il y a des cultures dans lesquelles l'alcool est vraiment importante, que tu fais pas de deal tant que t'as pas été sous avec quelqu'un, là. Tu sais, c'est comme, Moi, ça fait partie. Man, je serais fucked dans une culture de même. Ouais, où tu fais semblant, où t'es comme, t'es là, mais. Non, mais tu sais, tu te présentes quand même le soir, mais tu sais, là, moi, je suis enceinte, fait que j'irai pas loin non plus, là. Tu closes pas de deal. C'est ça, tu sais. Mais, dans la culture canadienne, c'est beaucoup plus comme est-ce que tu te remplis, tu sais, c'est des grilles d'analyse, puis c'est comme, même dans les entreprises, je pense, normal, là, c'est comme, est-ce que tu as vraiment comme tout évalué, tandis que l'autre, c'est comme ton gut feeling, oui, je peux faire confiance à ce vendeur-là. Là, c'est cliché, mais I guess, makes sense. Ouais. OK. Puis, fait que, tu sais, toi, comme CEO, les gros deals, il y en a beaucoup que t'es, je veux pas dire un goulot d'étranglement, mais comme t'es une force très importante pour faire que ce deal-là marche. Oui, quand même. Tu sais, c'est ça, il y a des conférences qui sont quand même importantes que je sais que je sois là puis que je fasse le lien, oui. Puis souvent, là, je vais juste te dire, parce que quand on est rentré dans le marché américain, j'ai beaucoup reçu de commentaires sur que je voyageais trop. Hey, voyons, tu sais, t'as pas des vendeurs ou oui, il y avait des équipes de vente, mais tu sais, puis là, même la semaine prochaine, je vais en Floride, je vais en Californie. Ça va être mes derniers voyages vu qu'après ça, je pourrais plus voyager parce que je suis enceinte. Ouais. Mais je pense pas qu'on aurait eu le même succès dans le marché américain si on s'était pas déplacé. Je pense qu'il faut que tu sois là. Fait que ça, je trouve que pour un entrepreneur, c'est une bonne question là, à se demander est-ce que je suis prête à voyager? Puis si la personne n'est pas prête à voyager, c'est vraiment correct. Mais je pense pas que tu peux comme avoir le beurre et l'argent du beurre. Je pense pas que tu te dis hey, je rentre dans cette géographie-là, mais j'irai jamais. T'sais. Puis nous, là, on a cette situation-là. Première vente au UK. On a eu notre bonne commande la semaine dernière. On avait envoyé quelqu'un il y a comme 3 mois. Mais là, moi, comme CEO, je suis comme quand est-ce que je vais au UK? Il va falloir qu'à un moment donné, j'aille dans ce marché-là. Parler avec nos distributeurs, parler avec nos partenaires d'affaires, comprendre le marché. Fait que je pense que c'est ça. Cet aspect-là de business international, beaucoup de startups, dans leur plan d'affaires, ils ont le fait qu'ils vont aller à l'international, mais ça vient avec des sacrifices personnels de voyager qui sont vraiment très gros. Là. Marc-André Campagna de Gaia, qui avait fait Oxio avant, il m'a dit exactement ça. Ouais. Puis lui, quand ils ont des gros deals, des gros ISP qui veulent closer, justement, ils ont soit Marc qui va se déplacer carrément, fait qu'il est tout le temps en avion, mettons, ou leur head of sales, je sais plus trop qui, fait que la présence, proximité physique, absolument. Quand c'est du gros ticket enterprise comme ça aussi, ça vaut la peine. Mais c'est hâte de dire, hey, avant de parler de ton go-to-market à l'international, considère qu'il va te falloir une infrastructure personnelle qui te permet de voyager. Si tu as des enfants, as-tu un conjoint qui va te backer quand tu n'es pas là, genre? Même dans tes dépenses de compagnie, genre, tu vas le prendre cher, l'avion, là. Absolument. C'est ça. Absolument. C'est super cher. Puis même personnellement, moi, c'est que voyager, ça me prend pas trop d'énergie. En fait, je reviens souvent plus reposée que je suis partie. Sérieuse? Ouais. Fait que dans le fond, dans l'avion, je dors vraiment bien à l'hôtel. Puis même c'est mon me-time. Des fois, là, j'arrive à l'aéroport, puis je suis comme fou. Quand je suis à Montréal, là, je suis une mère, je suis pris dans le trafic, je suis une CEO. Genre, j'existe pas comme personne. C'est pas là que je fais mes hobbies, puis mes week-ends sont je suis avec mes filles, puis ça m'a permis de compartimentaliser, ou je sais pas si c'est un mot, là, mais tu sais, c'est ça. Fait que quand je suis à Montréal, je suis une mère, je suis une CEO, je vais au bureau en personne, moi, tous les jours. Là. Dans le fond, je travaille pas de la maison, là, fait que je suis avec les gens tous les jours. En plus, nous, on a des opérations. Mais quand j'arrive à l'aéroport, là j'existe, moi. Fait que, tu sais, si j'ai des podcasts à écouter, de la musique, des choses à lire, même la dernière fois, j'ai lu un roman, justement, en allant en Californie, là, pendant ces 4 jours-là. Il y avait beaucoup de temps dans l'avion, puis tout. Puis... C'est ça, mon me-time devient... Mais ça, c'est moi personnellement. Mais moi, tu me mets dans un lobby d'aéroport là, avec ma musique, mes choses, je suis bien. Genre, oui, là, j'attends mon vol, puis c'est un 3 heures, mais c'est comme un 3 heures de me-time. Fait qu'il y a ça aussi, je trouve que dans ta routine personnelle, si tu te ramasses à voyager beaucoup, faut que tu y trouves quelque chose. Genre, est-ce que c'est le gym de l'hôtel qui te fait du bien? Est-ce que, tu sais, mais te dire, hey, peut-être que je vais jamais au gym quand je suis à la maison parce que ma vie est à 100 000 à l'heure, mais quand je suis en voyage d'affaires, il y a ces 2-3 choses-là que je plug tout le temps. Puis je me dis, OK, au moins, je me suis comme ressourcée, là. Fait que moi, c'est comme ça que en ce moment, c'est comme ça que je le vois. Puis l'autre chose, c'est que j'essaie que des fois, ce soit des petits voyages. Fait que mes filles, ils le savent, là. Ils me demandent tout le temps combien de dodo. Ouf. Des fois, c'est un dodo. Un dodo, c'est comme, un dodo, c'est facile. 4 dodos, je trouve ça long. Fait que là, j'essaie tout le temps que ce soit entre 1 et 4. Fait que je pars pas là, des 8 jours, 9 jours. Là, c'est tout le temps entre 1 et 4. Mais des fois, un aller-retour de 2 nuits, ben c'est pas super. Là, je reviens une meilleure mère. J'ai eu du temps pour moi. C'est incroyable parce que, tu sais, mettons, moi, là, j'arrive à l'aéroport puis c'est genre, faut que je sorte d'ici le plus vite possible. Faut que je passe à travers tout le monde. Faut pas que je regarde le monde m'a fait chier. Tu sais, c'est non, genre... moi, je me sens pas de même pour tout. mais ce que j'essaie de prendre de ce que tu dis, c'est yo, t'es là. Ouais. Genre, be there, puis essaie de
qu'est-ce qui est cool? Qu'est-ce qui peut être cool à propos de ta situation en ce moment-là? Puis ça va m'aider peut-être à reframer mon expérience. Qu'est-ce que tu n'as jamais le temps de faire? Genre, justement, lire un livre, écouter tes podcasts. Tu sais, il y a plein de choses que tu peux faire comme ça dans ce moment-là qui n'est pas aussi productif. Des fois, je fais des appels avec mon équipe. Ouais, quand j'ai du temps sur la route, là, je l'écris dans Slack. Hey, je suis dans l'auto pour les prochaines 3 heures. Je me rends chez un client. Tu sais, s'il y a quelqu'un qui a quelque chose à me dire, vous pouvez m'appeler. Là, je leur donne comme ce bloc-là. Fait que là, les gens m'appellent. Tu sais, fait qu'il y a plein de façons, je trouve, d'utiliser le temps. Vraiment. Mais c'est un beau concept. Puis quand je chauffe back and forth de Montréal, je suis là au moins une fois par mois, tu sais. Souvent, je vais jammer avec ChatGPT pour genre, j'ai des idées d'infolettes ou de trucs que je veux travailler sur la business. Puis comme, je prends le temps, puis j'envoie des courriels, puis je dis au monde, le monde qui veut me parler, puis que j'ai soit pas le temps ou que je suis pas sûr que c'est une bonne opportunité, souvent, je leur dis genre, hey, regarde. Je vais être sur la route pendant 3 heures. Appelle-moi si tu veux, voici mon numéro de téléphone. Puis tu sais, comme ça, c'est comme... En tout cas, c'est vraiment bien, man. Je ne veux pas m'étendre trop là-dessus. J'ai le goût qu'on parle d'AI, l'intelligence artificielle, un petit peu, évidemment. As-tu l'impression que ça influence déjà l'industrie de l'aide cognitive, de l'aide au vieillissement? Puis comment toi, tu l'utilises dans Eugéria, mettons? Oui. Fait que c'est sûr que ça l'influence déjà. Fait que je vais dire 2 choses. Un, dans le marché des résidences privées pour aînés, il y a plein de vendeurs qui ont levé beaucoup d'argent. Fait qu'il y a plein de software compagnies, là. Fait qu'il y en a un qui fait du détection de chute. Il y en a un qui fait un système HR, whatever. Ils leverage le AI en ce moment, puis ils ont quand même levé beaucoup d'argent pour ça. Fait que le AI est définitivement discuté dans mon industrie. Nous, personnellement, c'est que le AI va nous permettre de faire des choses en troubles cognitifs qu'on ne pouvait même pas s'imaginer avant. Fait que l'exemple que je vais donner, c'est, tu sais, comment ça s'appelle, la Roomba, là, tu sais, l'espèce de... Oui, c'est vrai ça. L'aspirateur. Bon. Quand le Generative AI n'existait pas, il fallait que tu dises à l'aspirateur, si tu vois un chat, tu fais ça. Si c'est une patte de chaise, tu fais ça. Quand tu arrives dans un mur, tu fais ça. Fallait que tu y mettes tous les scénarios possibles, imaginables, puis qu'est-ce qu'elle fait dans ce scénario-là. Avec du Gen AI, il va se reroute lui-même. Okay? Fait que j'avais vu une conférence qui disait, entre autres, les drones de delivery, là, un drone qui va venir te le porter. La raison pourquoi avant le Gen AI, c'était difficile, c'est qu'il fallait que tu y mettes tous les scénarios possibles, imaginables, il y a un oiseau, il y a ci, tu arrives dans le trafic. Mais là, tu peux reroute. Puis en trouble cognitif, c'est que c'est la première fois qu'on peut s'imaginer des produits qui vont venir réfléchir pour la personne puis la rerouter. Puis qu'on ne sera pas obligé de mettre tous les scripts possibles et imaginables. T'as-tu un exemple maintenant? Oui, bien ça, on ne l'a pas fait. Okay, mais je vais le donner comme exemple. Imagine, là, en ce moment, quand quelqu'un fait de l'errance, fait qu'il est à risque de se perdre, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on préfère qu'il n'aille pas prendre de marche. Fait qu'on amène le risque à 0, il ne peut plus aller prendre sa marche. On barre la porte. Mais oui, exactement. Puis peut-être que 9 fois sur 10, il aurait pris sa marche bien normale, mais la fois sur 10 qui serait perdu, c'est trop risqué. Puis en ce moment, il y a des montres, des fois, il y a quelques outils qui existent. Mais imagine si un jour, tu as un appareil auditif, puis tu vas prendre ta marche, puis là, ça voit que tu es un peu loin, puis tu as l'air confus dans comment tu marches, puis la vitesse, puis la rue t'es rendue, puis là, ça te parle. Madame La Rochelle, vous semblez un peu loin de la maison. Si vous voulez retourner chez vous, tournez à droite. Si vous voulez retourner chez vous, au stop, on va prendre à gauche. Voyez la porte rouge chez vous. Bonne journée. Puis là, ça se rerouté. Au lieu de juste te monitorer, puis de monitorer que tu t'es perdu, parce qu'en ce moment, c'est ça. Là, ça appelle ton prochain aidant. Là, ton prochain aidant appelle la police. Là, tout est ça. C'est que ça t'aide, ça toi. Ça coûte cher à la société aussi. Ben aussi, là. Ça t'aide, toi, à retourner chez toi. Ça vient compenser. On dirait que là, je suis comme... Tu vas peut-être me dire, Frank, t'es cave, ça marche pas de même, mais genre, on dirait que moi, je m'imagine être genre confus puis avoir déjà me sentir, je suis plus en contrôle, je sais plus trop, je suis où, je erre, mettons. Puis là, il y a une voix qui me dit, hey, tourne à gauche. C'est qui, toi? Non, mais... Je peux comprendre, mais c'est pour ça qu'on l'a pas designé, là. Mais il y a peut-être une façon de le designer où est-ce que tu t'introduis, bonjour, je suis ton assistant, ou c'est ta fille qui te parle, je sais pas. Ou que tu y parles à chaque jour. Oui, c'est ça. Si tu y parles à chaque jour, elle a la voix de quelqu'un que tu connais, puis que tu as une relation de confiance avec l'assistant. Exact. Mais c'est cette idée-là de dire, mais ça pourrait être la même chose dans ta cuisine, ça pourrait être la même chose, c'est les dates d'expiration. Là. Y a-tu quelque chose qui est moins clair qu'une date d'expiration? Là? Même moi, je suis cognitivement présente. Là. Des fois, je suis comme 2024, 2025. Sur le FETA, là, des fois, je suis genre, parce que ça dure longtemps. Là. C'est ça. Mais je me rappelle, à l'enfant, j'étais comme, c'est-tu cette année ou l'année prochaine? C'est comme, bon, ben, imagine un trouble cognitif. Mais oui. Fait que là, les gens arrivent chez leurs proches. Hey, maman, tu manges quelque chose d'expiré. J'en viens pas, tu peux plus habiter ici. Non. Ouais, mais la date était jamais inscrite d'une façon simple. Là, imagine si tu avais genre un œil magique, whatever, tu scannes, puis là, ça te dit save tweet, unsave tweet. Puis ça t'aide à réfléchir, dans le fond. Puis c'est ça qu'on s'imagine, nous, avec le AI, c'est que avant, il y avait beaucoup d'outils qui monitoraient les gens, mais là, on veut compenser. Puis c'est ça qu'on s'imagine que le AI va pouvoir faire pour nous.
ma tête, elle part tellement loin. Je sais pas à quel point je vais aller là-dedans, mais je me dis, tu sais, un des patterns que je vais interviewer Sarah, c'est-tu Lambert? Aura Médical. Oui, oui, oui. C'est Oui, qui? absolument. C'est Oui, Lambert, son nom de oui, famille? oui. Ouais. Tu sais, bien des questions que je vais y poser puis que je pourrais quasiment poser à toi live, c'est genre, on est-tu des cyborgs, dans le fond? On est-tu tellement déjà augmenté par la technologie qu'on est post-humain, tu sais? Mm. Puis je pense qu'à un certain point, tu pourrais faire l'argument que oui, avec tout ce qu'on track, avec tous nos AirPods. J'ai vu des gens avec des aides, Oui, des oui, oui. enhancers auditifs, puis tout, tu sais, puis t'es comme, genre, tu l'imagines le futur où on est tellement... Puis je me demande, genre, c'est quoi notre rationale pour développer autant d'innovation, puis d'aider autant, puis de prolonger la vie, c'est de dire, dans le cas d'un trouble cognitif, Mm. il y a encore des beaux moments puis de la qualité de vie qui peut être là. Faut juste l'entourer comme faut, genre. C'est comme pas la même chose que, je sais pas, genre, laisser quelqu'un vivre éternellement parce Oui, c'est ça. qu'il souffre ou je sais pas quoi. Exactement. Puis c'est pas ça qu'on dit, tu sais. Puis il y a quelque chose, c'est comme ajouter des jours à la vie ou de la vie au jour. 100%. Fait que ce qu'on veut, c'est rajouter de la vie au jour. Ouais. Puis là, ce qui est arrivé, c'est que la médecine a rajouté des jours à la vie, mais sans qu'on se dise est-ce qu'il y a de la qualité de vie dans ces jours-là. Fait que là, nous, on est vraiment dans la partie qualité de vie. De dire, on veut rajouter de la qualité de vie dans ces jours-là. Puis la dernière chose que je dirais, c'est qu'une marchette, ça fait pas juste te dire que tu peux pas marcher, ça t'aide à marcher. Mais c'est quoi ces outils-là qui t'aident à réfléchir? C'est vraiment vers là que nous, on veut être. C'est insane. Honnêtement, ça me rend... Genre, ça me donne full d'espoir puis d'excitation pour le futur de t'écouter parler. Ben moi aussi. Ben, ça dans paraît. Le sens que comme, ça je me dis, hey, on peut... C'est ça. On peut mieux faire les choses, C'est crade. Cool. Puis toi, dans le fond, là, j'imagine que vous expérimentez avec les aides, puis vous commencez à taponner, genre... Parce que toi, c'est comme CEO, tu peux genre dire, soit on fait du R&D puis on développe de quoi nous-mêmes, soit on vête quelque chose qui existe, ou on achète quelque chose qui existe. Fait qu'il faut tout le temps que tu décides. Comment tu fais, genre ça? Genre, tu checkes-tu... Là, ça doit être tough. Genre. Là, en ce moment, c'est tough quand même parce que, tu sais, à la fin, c'est pas l'année la plus facile dans le marché américain. C'est une année où est-ce que ça avait commencé très fort. Là, les tarifs, nous font super mal. Là. Je veux dire, le tarif, là, c'est de l'argent cash quand la boîte arrive à ta porte. Puis la dernière fois, il était comme, il faut que vous payiez 10 000 en carte de crédit. J'étais comme, parce qu'ils nous donnaient pas nos boîtes sinon. Là. Fait que c'est vraiment du cash out. Fait que c'est sûr que ça, c'est comme difficile. Fait que là, moi, j'ai beaucoup de questions de le prochain dollar, on l'investit où? Puis là, est-ce que c'est comme dans mon inventaire avec le tarif? Est-ce que c'est dans la prochaine conférence? Est-ce que c'est dans le prochain produit? T'sais? De l'autre côté, ce que ça nous donne, c'est des options. C'est ça que j'ai dit à mon équipe. J'ai dit, OK, là, l'année se passe pas exactement comme on pensait, mais on a de l'optionnalité sur qu'est-ce qu'on fait next, sur où est-ce qu'on va mettre notre temps. Puis, c'est ça, c'est une question de tous les jours. Tu réussis à prendre du temps off, un peu de la job, genre, parce que t'es quand même mom aussi, t'as dit, genre, j'ai des filles, tout ça. La fin de semaine, je suis capable de quand même vraiment, quand je disais compartimentaliser, là. Fait que, ça, je suis capable de le faire pas mal la fin de semaine. Puis après ça, des vacances un peu à droite à gauche. Là, mais la semaine, est-ce que tu travailles le soir aussi, des fois? Je le fais beaucoup quand je suis en voyage d'affaires. Justement, c'est que je leverage le voyage d'affaires pour travailler le soir, pour après ça être de retour à la maison, puis là, pas travailler le soir. À la fin, mon conjoint m'aide beaucoup ici, là, Jérémy. Des fois, quand je pars en voyage, je dis aux filles, parce que l'affaire, c'est comme j'ai une grand-mère qui a la démence vasculaire, puis elle a la table magique. Mes filles ont joué à la table magique. Puis ils sont allés dans les CHSLD, puis ils ont vu des gens tout assis, qui ont l'air un peu tristes et tout ça. Fait que souvent, on leur dit, maman, elle s'en va voir des grands-mamans qui sont tristes, puis elle va les rendre heureuses. Fait que ça, pour un enfant de 4 ans, c'est comme, OK. Ben oui, j'ai. Fait que ça rajoute quelque chose de tangible. Mais de l'autre côté, quand je disais tantôt, t'existes plus comme personne, je vais donner un exemple. C'est rough comment tu le dis, on dirait. Quand tu dis j'existe plus comme personne, c'est comme Chris Girl, je trouve t'es encore là. Ça, c'est moi, personnellement, une opinion très personnelle. Je trouve qu'on est très centré sur nous. T'sais, on est très centré sur j'ai-tu du me time, est-ce que moi, mais c'est pas ça la vie nécessairement. Là. Dans plein de cultures, dans plein de circonstances personnelles, comme d'être axé sur les autres, c'est aussi correct, je pense. Nice. Mais je vais dire, c'est ça. Puis il y a 4 semaines, j'étais à New York, un jeudi soir. Puis le vendredi, c'est la dernière journée d'école des filles. Puis j'avais dit à Chloé que j'allais aller avec elle à la dernière journée d'école, puis c'est la dernière journée de garderie pour Ellie. Puis là, il y a un orage sur la côte est américaine. Puis quand il y a des orages, c'est l'enfer. Fait que là, ils cancellent mon vol. Plus le lendemain, comme c'est le début des vacances, c'est le 20 juin, il n'y a pas de vol disponible. Fait que je sais même pas quand est-ce que je vais rentrer à Montréal. Là, je me dis, mais il y a un autobus de nuit qui part de New York Port Central Authority à 8h45 p.m. puis qui arrive à 5h du matin à Montréal. Je serai là pour la dernière journée d'école. Fait que j'ai pris l'autobus de nuit. Expérience complètement
Parce que, en fait, le 2/3 des gens dans l'autobus demandaient l'asile, OK? Fait que c'est des gens qui venaient d'Haïti, qui venaient de perdre leur visa aux États-Unis. On a été à la frontière à 2 heures du matin pendant 1 heure et demie de temps. Il y a des gens qui sont pas revenus dans l'autobus, qui sont... Oh my God! C'était la chose la plus... En fait, c'est que c'est ça. On vit des fois dans nos cercles, puis on voit pas ces choses-là, on les voit juste aux nouvelles. Mais là, ce soir-là, j'ai pris l'autobus de nuit. J'étais là pour la dernière journée d'école. J'ai pu dire merci aux profs. Tu sais, est-ce que c'était idéal pour ma nuit? Non. Est-ce que j'ai dormi? Non. Est-ce que j'ai récupéré le week-end de la Saint-Jean-Baptiste? Oui. Tu sais, puis j'ai été là. Fait que c'est ça que je veux dire aussi, comme des fois, je pense que ça vient avec des sacrifices. Faut que tu fasses des choses comme ça. Mais de l'autre côté, ça me permet, pour mes filles, j'ai été là comme j'avais dit que j'allais être là. Puis après ça, on a eu 4 jours à la Saint-Jean qui était super au chalet. Puis, fait que je sais pas, compartimentaliser, je pense que c'est la chose la plus clé. All right, folks, petit shout-out aux chiffres, partenaire certifié, ça se passe. Une firme comptable tech-enabled qui organise vos finances. De la comptabilité cloud à la paye, à la fiscalité, c'est le bras droit de l'entrepreneur tech. Ils ont aidé un paquet de SaaS bootstrap ou fundé. Check them out sur saspace.com/partenaire avec un S. Puis manquez pas le show 74 avec Jean-Gab sur le pricing. OK? De retour au pod. Tes filles, ils s'en rendent peut-être pas compte en ce moment, puis hopefully ils vont s'en rendre compte, mais ils sont tellement chanceux de savoir comme moi. Hein? Moi, je suis chanceuse de les avoir aussi comme filles. Mais un jour, mettons qu'il y ait 16-17 ans, tu leur enverras ce podcast-là, tu diras, il y a un bonhomme là, qui disait que j'étais vraiment hot, rendez-vous-en compte. Non, je trouve ça trop inspirant, honnêtement. Cool. Je veux qu'on rentre un petit peu dans la complexité de ton modèle d'affaires. Oui. Fait que là, toi, tu as des produits physiques, comme on a dit, tu as la partie e-commerce, tu as de la vente aussi B2B qui se fait avec tout ça. T'as-tu l'impression que ça te donne, oui, de la complexité, mais une résilience ou genre une antifragilité? Comment tu deals avec un modèle d'affaires qui est quand même complexe? Oui, c'est super complexe. Puis, je veux dire, j'ai envoyé beaucoup d'amour à mes équipes de finance et Ops. Qui sont bons. Et Ops, c'est eux qui ont toute la complexité de ce modèle d'affaires-là, parce que là, en plus, avec Idem, on a aussi de la distribution. Fait qu'on a le e-com, on a du B2B, puis là, maintenant, on a de la distribution vers d'autres channels avec notre propre produit. Là, on rentre dans d'autres pays. Fait que c'est sûr qu'il y a une complexité. Mais de l'autre côté, ça nous donne des options. L'antifragilité, je pense que là, on le voit. Il y a des aspects de notre business qui a de la décroissance, puis il y en a d'autres qui a de la hyper-croissance. Puis là, ça fait que cette année, c'est pas l'année qu'on a le plus de croissance, mais on en a quand même un peu. Mais quand tu regardes dans les détails de où est comme il y a des aspects de notre business qui sont en hyper-croissance, puis il y en a d'autres qu'il y a un déclin parce qu'il y a de l'incertitude dans le marché, parce qu'il y a des tarifs, parce que les prix ont monté. Puis oui, je pense que ça nous donne cette... Mais ça reste que c'est pas le play typique d'un startup. La banque sait pas quoi faire avec nous. C'est ça. Fait que là, quand tu fais pas, on est tout le temps dans des zones grises. Là, on est un startup technologique ou non, on est plus un business traditionnel. Mais je trouve que d'avoir fait du traditionnel nous donne une résilience que à chaque mois, on est capable d'être profitable si on a besoin. Fait qu'on est capable de dire le financement, si on veut le chercher, c'est vraiment pour quelque chose en particulier. C'est pas parce que sinon, on n'existerait plus. C'est insane. Mais j'avoue justement qu'à la banque, des fois, ils doivent être comme what the fuck is going on? Genre, t'as de l'inventaire à droite, à gauche, je te dis ça, là. Mais d'ailleurs, si t'es capable d'en parler, là, puis au pire, c'est vraiment pas grave, mais genre, ton split de revenus, es-tu capable de me donner des estimations soit par ligne de produit ou par genre B2B versus les e-com ou n'importe quoi? Ça m'irait comme on est environ, tu sais, là, je dirais nos propres produits, là, Idem, là, c'est peut-être autour de 10 là, comme entre 5 et 10 puis c'est de vos revenus? Oui, puis ça, c'est comme en hyper-croissance, c'est la partie... Vos produits, c'est bon. Oui, nos produits. Notre e-com est peut-être un autre 15, puis là, la partie B2B est peut-être 75 Ouais, c'est ça. Ouais. Je me disais qu'il devait avoir une Le B2B est quand même vraiment plus haut. Excuse-moi, 80. Le e-com, par exemple, on n'y a pas mis autant d'énergie depuis 5 ans. Parce que de rentrer dans le B2B, puis là, tout de suite, 1 an plus tard, on est rentré dans le marché américain. Tu sais, moi, comme CEO, j'ai passé bien plus de temps en B2B que je l'ai mis sur mon e-com. Oui, puis parce que ton heure investi aussi avec des gros deals ou des deals américains, ça rapporte plus que... c'est ça. Mais le e-com est quand même quelque chose qui grandit organiquement. Fait qu'on aimerait ça y remettre de l'énergie. Puis la table magique, t'as fait? Oui. Ça, c'est pas votre produit. Non, ce produit des Pays-Bas. C'est ça, que vous, genre, licencez. En fait, c'est ça, dans le monde du B2B, on est un value-added distributor. Fait que dans le monde des logiciels, dans les années 90 puis 2000, ça existait beaucoup, là, des value-added distributors. Fait que tu fais la démo, tu fais la formation, tu accompagnes le client. C'est pas une vente catalogue, là. Je veux dire, quelqu'un, là, il le verrait sur notre catalogue, il achète pas ça, là. Il a besoin de parler à quelqu'un, il a besoin de la voir, on fait des démos en personne. Fait que c'est ça qu'on dit aussi à nos fournisseurs qu'on rencontre. On veut juste rajouter des produits qui ont besoin d'amour, qui ont besoin de se faire connaître, qui ont besoin d'éducation autour du produit, qui ont besoin d'un support logistique.
si c'est un produit qui est comme une commodité transactionnelle, ben on n'est pas le bon distributeur pour ça. Là. Gotcha. Un peu comme la madame qui venait chez vous puis qui faisait une démo Tupperware à l'époque. Pour vrai, un peu. Value-added distribution. Ouais. C'est une petite blague, mais ça fit quand même un peu. Ouais. T'as comme un sales cycle, mettons, d'un point de vue... Prends le B2C, là. Ouais. Juste B2C, pas B2B, on reviendra au B2B. B2C, t'as comme un sales cycle un peu spécial où est-ce qu'il faut que tu touches, convaincre les proches aidants. Ouais. Puis là, ce que tu disais plus tôt, c'était genre, tu sais, Frank, ils sont comme un peu n'importe qui, un peu partout. Fait que comment t'essayes de les reach, de les convaincre? Ton marketing ressemble à quoi? Tu fais du fucking porte-à-porte? Qu'est-ce qui se passe, genre? Ben, on est connu des sociétés Alzheimer, ergothérapeutes. Fait que c'est sûr que le monde des gens qui parlent aux proches aidants à tous les jours, on veut qu'ils nous connaissent. Puis ça, on l'est au Québec, mais on l'a pas encore bien fait dans le reste du Canada puis aux États-Unis. Fait qu'on aurait un travail immense à faire de se faire connaître dans le reste du Canada puis aux États-Unis. Ça devient un peu tes channel partners, genre, ou genre comment, je sais pas, c'est des sources d'autorité puis d'influence de tes proches aidants que eux, tu as une relation avec puis eux, ils distribuent ta bonne nouvelle. Exactement. Okay. Puis même des fois, il y en a qui vont nous écrire « Hey, je peux savoir 30 flyers. » Tu sais, quand je vais rencontrer des familles, je leur laisse un flyer de Geria puis tout ça. Fait que ça, définitivement. Notre SEO est important aussi. Puis là, il y a ChatGPT là, que tu peux maintenant, comme il a envoyé des prompts de dire « Hey, j'ai un site web, j'ai tel produit. » Fait que tu peux comme trainer le robot. Fait que là, on a commencé à faire ça aussi, de dire « Hey, on a notre site. » Puis parce que c'est de plus en plus prouvé que les prochains ans vont aller chercher sur ChatGPT puis dire « Hey, qu'est-ce qui existe? Mon père a la maladie, etc. » Fait que les channels qui ont moins fonctionné, c'est genre Facebook Ad. Puis mon hypothèse là-dessus, c'est le prochain an, quand il est sur Facebook, il n'est pas en train de penser à son parent. T'sais, il est sur Facebook pour lui. Là. Il est sur Facebook pour aller voir ses amis. Puis là, tu y mets un ad de maladie d'Alzheimer. Puis premièrement, tu n'as pas le droit de faire de remarketing quand c'est la santé. Fait que nous, ça nous coupe de vraiment beaucoup. Fait que nous, si quelqu'un vient sur le site, on ne peut pas le remarket après. Parce que c'est santé. Fait qu'il y a des règles aussi comme ça. Fait que je dirais que la partie SEO est importante, la partie que les gens peuvent nous trouver quand ils Google, c'est important, mais on a des façons d'atteindre les gens qui sont différentes qu'un startup traditionnel qui utiliserait vraiment tout le digital. Clairement. Puis en B2B, ça, c'est comme différent. Tu as comme une approche sûrement plus clinique ou ce que tu veux. Conférence, nous. On est dans les conférences, on est speaker dans les conférences. Fait que souvent, on donne des talks sur la maladie, sur les produits, sur comment le non-pharmacologique peut venir aider la personne qui vit avec la maladie. Dans les conférences, on a des booths. Fait qu'on explique beaucoup nos produits. Fait que les conférences sont différentes. Comme en B2B, c'est un de nos channels les plus importants. Ça, t'es pas la première qui me dit, genre, quand tu as une industrie spécifique, là, puis qui est organisée autour de conférences, puis tout ça, c'est un channel, genre, important, puis tout, mais, crème, man, c'est énergivore, pareil, les confs, là. C'est tellement cher. C'est tellement cher, Mais ton staff, mettons, commercial, entre guillemets, il est gros comment? Genre, c'est plus du monde marketing, c'est plus du monde B2C, c'est plus du monde sales, B2B, ça ressemble à quoi, genre? Tu sais, mettons une équipe marketing de 3, puis ils couvrent l'ensemble. Fait que là, en plus, idem aussi, qui commence à avoir des besoins marketing importants. Puis on a peut-être un équivalent de 10 vendeurs sur le terrain, ou, tu sais... quand même. On a essayé un modèle aussi d'ambassadeurs, de gens qui sont pas nécessairement sur le payroll, mais qui ont nos produits. En Californie, on a une ambassadrice comme ça. Fait que quand on a une démo en Californie, l'équipe commerciale fait la partie, apprendre à connaître le client, qu'est-ce qu'il veut. Mais quand c'est la partie de démo, on envoie l'ambassadeur. Fait que ça nous donne aussi, c'est un modèle qu'on explore en ce moment. OK. Puis il y a une cote, mettons, quelque chose dans OK, c'est bon. Ton entourage, côté professionnel, entrepreneur, t'as-tu d'autres founders? T'as-tu des mentors? T'as-tu ton comité aviseur? C'est quoi ton support autour? Oui. Fait que j'ai des mentors importantes de carrière précédente. Là, mettons, Véronique Dorval, qui est à la BDC, est aussi une de mes mentors. Puis j'avais déjà travaillé avec elle dans le passé. Mon père a fait aussi de l'entrepreneuriat. Mais je dirais qu'à travers les années, les cercles de fondateurs, je trouve ça tellement pertinent. J'avais fait l'école d'entrepreneurship de Beauce. Oui. J'ai entendu beaucoup de bonnes affaires à part de ça. Oui, j'ai adoré. Adoré. Un 18 mois, là, c'était pile ce que j'avais besoin. Même là, je me dis, c'est quoi ma prochaine affaire? C'est quoi la prochaine chose que je vais faire? Parce que ça m'a tellement fait avancer dans mes réflexions, plus le cercle de gens que j'ai eu autour de moi pendant ces années-là. Puis, tu sais, tu perds un peu de vue après. Là. Fait que là, en ce moment, je l'ai plus, là, ça. Fait que justement, ça va être qui mon prochain cercle? Je le cherche parce qu'à la fin, c'est brutal, l'entrepreneurship. C'est vraiment dur. Puis c'est ça. Fait que c'est sûr que ça fait du bien, puis t'en as besoin. Mais je suis chanceuse d'avoir des mentors, justement, comme mon père aussi, là, que je peux appeler des fois, puis être comme,
Hey, toi, surtout sur la partie, mon père est très fort sur la partie ressources humaines, là. Ouais. Alors, des fois, quand j'ai des situations, là, je l'appelle, toi, tu ferais quoi, là? Qu'est-ce qu'il faisait comme business, lui? Lui, c'est une business de TI. De TI, OK, Ouais. c'est bon. Qu'est-ce qui est le plus dur à propos de travailler avec toi? Ouais, à propos de travailler avec moi. Fait que, très bonne question. Puis, fait que je dirais que Mackenzie nous a appris une technique qui s'appelle la technique du dauphin, où est-ce qu'il faut que tu remontes à la surface, après ça, tu retournes dans l'eau, tu remontes à la surface, tu tournes dans l'eau, puis tu regardes la stratégie, le haut niveau, tu vas dans les détails. Tu regardes la stratégie, tu vas dans les détails, puis c'est de faire un mix de ça. Puis ce que je pense qui est difficile de travailler avec moi, c'est que des fois, je vais dans les détails, des fois, je suis vraiment dans la stratégie, puis j'ai un mix des deux, puis ça fait en sorte que pour mes équipes, ben si je suis dans la partie plus le stratégique, moi je pense long terme, je suis déjà 6 mois plus tard puis tout. Puis des fois je suis comme, je leur pose une question puis ils sont comme comment tu sais ça? Ben je suis allée dans le détail, je suis allée voir dans HubSpot, j'ai regardé les 3 courriels qu'on a envoyés à ce client-là, tu sais. Puis ce que je trouve, c'est que des fois, quand je regarde, tu sais, des managers autour de moi ou dans différentes, quand les gens micromanagent, ils sont tout le temps dans le détail, c'est horrible pour l'équipe. Ouais. Puis là, les gens, des fois, ils ont tellement peur de micromanager qu'ils sont jamais dans le détail, puis ils sont juste en haut. Puis ça, c'est horrible aussi, parce qu'à un moment donné, il faut que tu y ailles dans le détail. Mais je pense que, puis j'ai justement même posé la question à l'équipe avant de venir ici, mais je connais quand même très bien mes chiffres. Puis des fois, j'arrive avec des choses de, tu sais, hey, telle chose, ou j'ai vu tel chiffre, ou j'ai vu tel courriel, puis parce que je suis allée dans le détail. Mais je pense que qu'est-ce qui peut être difficile aussi, c'est que des fois, je suis dans le super stratégique, puis là, mon équipe est dans le détail, puis moi, je suis dans 6 mois, puis je suis où dans mon cycle de dauphin? Ça peut être difficile, je pense, pour l'équipe. Ouais, fair. Mais c'est vraiment une belle image. Puis Rodolphe Barrère de Potluck, quand il était venu sur le pod, avait fait exactement ça. Il a dit genre, les vraiment bons CEO au 8C, là, c'est qu'ils sont capables d'être à 10 000 pieds, là, voir ce qui se passe, caler des shots. Puis quand il y a un problème ou quoi que ce soit, ils sont capables de plonger à moins 10 000, genre, puis être dans le nitty-gritty. Genre l'aigle, là, le eagle là, qui va, genre... Mais l'image du dauphin est solide. Je vais essayer de m'en rappeler. Ouais. OK, fair. C'est quoi? Bon, c'est une grosse question que je m'apprête à te poser, puis c'est un de nos SaaS pals, donc qui supporte l'infolette. Là. Merci beaucoup à Jean-Philippe Sicard de ton équipier. Il y avait une question pour toi. Puis c'est une grosse question, fait que tu peux la prendre avec une petite réponse, c'est pas la fin du monde. C'est quoi l'avenir de la santé au Québec? Les défis semblent tellement immenses. Par où on devrait commencer? Ouais. Fait que je sais pas par où on devrait commencer, mais je peux te dire que je voudrais pas nécessairement être les gens qui ont ce problème-là en ce moment, parce qu'en effet, je pense que c'est un problème hyper complexe. Je pense que notre... Genre les ministres de la Santé, tu veux dire, genre, quand tu dis ça? Oui, ou genre Santé Québec. Mettons, tu m'offrirais un rôle chez Santé Québec, là, je sais même pas si c'est pas une mission impossible, tu sais, dans le sens que, oui, ils vont avoir des packs, puis ils vont être capables de changer des petites choses, mais le système est très gros, très lourd. Je pense que si j'avais quand même à changer quelque chose, puis tu sais, j'ai habité en Australie 4 ans, puis l'Australie public-privé qui fonctionne très bien ensemble. Ah ouais, puis OK, un exemple, puis en fait, moi, c'est même le CEO de Alaya Care qui avait dit ça dans une conférence. J'avais trouvé ça super intéressant, mais il avait dit en Australie, entre autres, un des moves qu'ils ont fait. Fait que j'ai expliqué le move, là, puis je pense que c'est une bonne façon de le représenter. OK. Bon, avant, toutes les agences de soins à domicile lobbyaient le gouvernement pour gagner des contrats. Puis là, à un moment donné, le gouvernement a dit, on va donner à la famille l'argent pour le soin à domicile, puis la famille va choisir quelle agence ils choisissent. Fait que là, les agences ont été obligées de servir le client au lieu de lobbyer le gouvernement. Fait que, tu sais, oui, des fois, ton client, c'est le gouvernement, mais la personne que tu sers, c'est l'individu. Puis là, tu t'en fous d'y avoir donné un mauvais service. Tu veux juste que ton lobbying fonctionne, puis tout ça. Puis dans ce cas-là, ben, en Australie, la famille décide qui ils choisissent. Fait que là, les agences ont été obligées de changer leur approche en donnant du bon service à la clientèle, du bon service, tu sais, tout ça. Moi, je pense qu'on aurait quand même un peu intérêt à ce qu'il y ait plus un mix de public-privé, puis de justement, les gens peuvent choisir où est-ce qu'ils vont, puis là, en fonction de ça, ben il va falloir que le service à la clientèle soit bon. Tu sais, là, on est tellement loin de ça, là. Je veux dire, comme patient, là, du service à la clientèle, à peu près pas, là. Mais moi, ça m'est arrivé dans mon suivi de grossesse. J'ai eu un appel, l'échographie va être telle date. Ah, je suis pas disponible cette date-là. Ah, mais madame, moi, je vois pas toutes les plages horaires, là. Ça, c'est la date qui est pour vous. Ouais, mais cette journée-là, tu sais, j'étais comme, c'est quoi, les femmes, ils ont pas comme une job, là. Genre, ils me disent, ton rendez-vous est à 1h PM tel jour. Cette journée-là, j'avais quelque chose que je pouvais pas déplacer, tu sais. Mais on est tellement loin dans le fait que notre système est brisé que c'est ça. Fait que par où je commencerais? Moi, j'irais là avec puis aussi, j'irais avec un peu moins de centralisation puis plus de petites
de petites initiatives qui vont vite. Puis de donner de... Puis ça bouge vite avec une compagnie privée comme la tienne, esti, à un moment donné, genre, tu bouges pas vite. On le disait offline, genre, un comité décisionnel, un OBNL qui est super large, qui a plein de parties pris, parties prenantes qui veulent tout être représentées, puis tout ça, ça bouge pas vite, esti. C'est pas de même que ça va vite. Fait que plus de privé et de public, je suis bien d'accord avec ça, puis ça va peut-être mettre du monde pissed off parce qu'il y en a qui ont comme une opinion complètement radicale que le privé, c'est le démon, puis tout ça, puis je suis comme... Fuck non. Mais dans le cas de l'Australie, mettons, c'est que l'argent vient du public. Aussi, ouais, fair. C'est ça. Ouais. Fait que moi, je veux pas qu'on perde notre système universel parce que je veux dire, ce qui se passe aux États-Unis, on veut pas avoir ça, là. Fait qu'il faut que le financement soit public, mais qu'après ça, mettons que le service est privé ou que le service est tu sais, on a des entreprises d'économie sociale qui offrent certains services à domicile et tout ça. Je pense que cet aspect-là est comme importante. Je sais pas si ça va pouvoir passer juste par le public parce que le public, à la fin, il est lourd et ça nous coûte très cher. Puis là, on le voit avec plein de scandales comme, tu sais, la SAQ, tout ça. Je veux dire, de faire des choses bien publiques rapidement puis à moindre coût, c'est difficile. Puis le privé a ça, par exemple. Tu sais, je veux dire, à la fin, je veux dire une affaire. Pas rapport, OK? Ça n'a pas rapport avec la santé, mais des fois, je regarde les incubateurs au Québec, puis tout ce qui supporte l'entrepreneuriat. Puis, tu sais, je vais dans leur bureau, puis là, ils ont les chaises parfaites, puis les tables parfaites, puis une super salle de conférence. Puis, tu sais, moi, là, genre, j'ai pas l'argent en ce moment pour acheter une belle chaise. Je suis comme, mon prochain dollar, je le mets où, tu sais? Fait que ça reste comme la partie comme entreprise privée. T'es tellement tout le temps en train de survivre, genre, que tes décisions, tu les fais les plus efficaces possibles. Tu sais, c'est ça aussi. Puis, je pense que c'est difficile d'avoir ça au public parce que tu n'as pas de contraintes. Tu n'auras jamais ça. C'est ça. Fait que s'il y a une partie de ce cash-là qui peut être canalisée à travers du monde qui ont des incentives à faire shiner, croître leur compagnie, tant mieux. Puis je te jure, genre, je te jure, c'est comme on a normalisé ou banalisé la médiocrité d'expérience en santé. Puis je vais donner des fleurs aussi au système. Man, quand le monde va vraiment mal ou qu'il y a des gros shit, ça fonctionne. C'est insane, genre. C'est insane. Puis à chaque fois, je suis comme, thank Lord, on a ça. C'est extraordinaire. Je l'ai vu pour plein de monde, pour moi, honnêtement. Tu sais, puis tout. Fait. Oh non, extraordinaire. Tu sais, ma fille, à la fin, quand je dis le diagnostic a été long, tu sais, tout à l'heure, je parlais de ma fille qui a eu le diagnostic. Ben, aux États-Unis, on aurait été obligé de sortir 10 000 de notre poche. Puis là, ça peut casser une famille. Là, ben c'est ça, là. Fait que moi aussi, là, je voudrais pas du tout qu'on perde l'aspect que quand ça va vraiment mal, notre système fonctionne puis ça te coûte rien. Ça, je trouve ça super important. Mais là, après ça, tout le reste qui est préventif, tout le reste qui est qualité de vie, tout le reste qui est comme, faut qu'on se trouve des moyens de le faire de manière beaucoup plus agile. Là. Puis moi, là, comme personne qui aime pas ça me faire dire quoi faire puis qui a quand même un high agency, là, quand je suis fucking otage des fonctionnaires ou des gens dans le système public qui, eux, ont tout le pouvoir sur mon expérience de patient ou celle de ma famille, mettons que c'est quelqu'un d'autre, puis que je peux rien faire à part cruncher à travers des attentes, des arguments focaux, de la médiocrité. Je vire fou, man. Je vire fou, puis je trouve ça tough, man. Puis des fois, t'es comme, ça devrait pas être de même, mais c'est de même. En tout cas, je veux pas partir, ça m'a comme parti sur un rant. Je suis désolé. Non, mais il n'y a pas de problème. Mais pour la question, tu sais, plus de petites initiatives, plus d'agilité, clairement important. Je pense qu'il y a un mix de public-privé, mais de ne pas perdre l'aspect universel de notre système de santé. Mais je pense que c'est un exemple fort ce que tu fais avec ta compagnie. De ça. Tu embodies un peu le principe que tu es en train de dire. Oui, s'il peut y avoir plus d'entrepreneuriat social aussi, là, je pense que c'est super important. Puis pour Eugéria, tu vois la compagnie où, roughly dans 5 ans, tu veux-tu raiser, acheter plein d'autres compagnies, vendre, je sais pas? Oui. Ben, là, je vois Eugéria de plus en plus comme une compagnie un peu comme un 3M, Procter & Gamble, Johnson & Johnson. Let's go. Ils sont genre experts dans un domaine, mais ils ont plusieurs segments, ils ont plusieurs brands, ils ont plusieurs, 3M, ils ont des post-it du Scotch Tape, mais ils ont des affaires industrielles super avancées. Mais dans l'adhésif, ils sont les experts, ils font du merger and acquisition, ils font du R&D. Fait que, nous, je nous vois comme ça, mais dans le trouble neurocognitif. Fait que tout ce qui est trouble cognition même, cognition-vieillissement. Je dirais le mix de cognition-vieillissement. On va peut-être raiser. Ça, c'est une question qu'on se pose quand même à tous les jours. Là. Est-ce que, notre dernière ronde, elle date d'il y a 2 ans maintenant. Fait que, est-ce qu'on fait une autre ronde? Ça, c'est clairement une question qui est top of mind. Acheter d'autres business, je dirais oui. Puis rentrer dans d'autres géographies. Fait que là, on a notre première vente au UK. On rentre en Australie. Fait que là, on est en train de sélectionner notre distributeur. La France serait le prochain marché. Fait que, je pense que comme dans un 5 ans, surtout sur IDEM,
on est au moins dans 10-14 pays. Ça, c'est comme ça que je m'imagine ça sur la partie idem. Let's fucking go. Ouais. C'est vraiment hot. En plus, l'Australie, tu vas pouvoir retourner à le début de ta romance et ton amour avec ce pays-là. Ouais. C'est hot. Y a-tu un SaaS que tu utilises à l'interne que tu aimes vraiment puis qui t'apporte peut-être du bonheur? Oui. Mais je dirais le meilleur SaaS qu'on a implémenté dans la dernière année et demie, c'est Float. Oui. Float, c'est une compagnie de Toronto en finance. OK. En fait, ça te donne autant de cartes de crédit virtuelles que tu peux avoir, des cartes de crédit physiques. Ils ont un système de réconciliation à la fin du mois qui nous a sauvé des heures en réconciliation bancaire à la fin du mois. Fait que, ce système-là, définitivement. Fait que, pour donner un exemple, genre Canada Post est sur une carte de crédit. Puis après ça, parce que tu peux te créer plein de cartes de crédit virtuelles. Fait que, puis là, tu peux dire à tel employé, cet employé-là, lui, il est tout le temps dans tel GL, il dépense tout le temps en marketing, puis il dépense sur ces 3 types de business-là. Tu peux mettre fait que ton observabilité règles. aussi sur tes finances est vraiment plus top. C'est vraiment, vraiment génial. Parce que moi, si je check mon bill de carte de crédit, puis t'es comme, bon, c'est où que Frank a dépensé trop pour les airs? C'est ça. Non, mais là, c'est ça, mais si tu l'as tout séparé comme ça, puis à la fin du mois, c'est super facile pour ton mapping, tu exportes ça dans QuickBooks. C'est facilement, là, on pense qu'on a réduit de 2/3 le temps que ça nous prenait de réconcilier nos cartes de crédit à la fin du mois. Ça, c'était à l'interne, tu le faisais ou à l'externe? À l'interne, oui. Fait que c'est des cost savings sur ton qui sont importants. Temps. Puis c'est combien le price point de ça à peu près? Tu te rappelles-tu? Je sais même pas si ça nous coûte. Parce que dans le fond, aussi, la chose qu'il faut que je dise, c'est des cartes prépayées. Fait que nous, on envoie de l'argent dans un pool, puis là, on a toutes plein de cartes de crédit qui viennent prendre ce pool-là. Tu contrôles tes dépenses. Aussi, oui. Puis tu peux mettre des limites, puis tu peux augmenter la limite. Puis ce que je trouve intéressant, c'est qu'à un moment donné, quand tu as une offre, admettons quelque chose, tu enlèves juste la carte de crédit. C'est comme. Puis quand un employé part ou tout ça, ça nous donne une gestion qui est vraiment extraordinaire. Puis tu te rappelles pas combien ça coûte par mois, mettons, ou par année? Je pense pas. Je sais pas si ça nous coûte. Versus, admettons, parce qu'on a de l'argent dans leur banque. Eux autres, ils font du cash avec ça. C'est ça, exactement. Puis ils font du cash peut-être sur la transaction de carte de crédit. Je vais aller voir ça. Oui, ça s'appelle vraiment cool. Hey, on s'en va. On est à notre closing. Là. Est-ce que tu as des shameless plugs? N'importe quoi à plugger avant de finir? Fait que shameless plug, je dirais, tantôt j'ai dit, est-ce qu'on lève de l'argent? Si on le lève, est-ce qu'on le fait encore avec des anges? Fait que moi, je dirais, si il y a quelqu'un qui dit, hey, moi, investir dans des startups, c'est quelque chose qui m'intéresse, puis en plus, cette cause-là m'intéresserait, je veux dire, j'ai plus envie que ça, mettons, que des investisseurs plus traditionnels ou le monde VC plus traditionnel. Fait que ça, je dirais que c'en est peut-être un. Puis après ça, partenariat, je pense que s'il y a n'importe qui travaille sur la partie cognition, justement, parce que là, on commence à avoir un éventail vraiment large, puis une force de vente aussi quand même intéressante. S'il y a des gens qui disaient, tel produit, ils cherchaient justement de la distribution ou, tout ça, on est vraiment ouvert là-dessus. Fait que sur LinkedIn, peut-être, Valérie Larochelle? Oui, exactement. Ça fonctionne? Ouais. Écoute, Val, honnêtement, là, t'es fucking awesome comme founder. Merci. Puis ta compagnie aussi, c'était épique comme conversation. Je suis vraiment, vraiment content. Merci. Mais merci de nous avoir donné cette opportunité aussi de pouvoir venir se faire connaître un peu. Ça me fait plaisir. Cheers. Bye. All right, folks. Avec Ça se passe, on a une infolette de feu hebdomadaire qui est très moitié fun, moitié fond à notre sauce. Il y a des hot takes, des expérimentations que je fais, des histoires vraies de SaaS, vraiment pour t'aider à prendre les meilleures décisions, que ce soit par rapport à ta compagnie ou ta carrière. C'est une place où je peux être 100% moi-même. Ça fait du bien, j'adore ça écrire. Fait que d'avoir ce outlet-là, c'est complètement motivant pour moi. Il y a plus que 850 SaaS folks puis curieux qui nous suivent. Ça augmente chaque semaine. J'aimerais ça que vous en fassiez partie puis qu'on se rende à 1000 puis qu'on se rende à encore plus que ça. Franchement, ça me craint au bout d'avoir des nouveaux abonnés qui se joignent sur l'infolette. Ça me craint à continuer d'écrire, à continuer de faire de la recherche, de me poser des questions, d'analyser ma conversation avec cette fondatrice-là ou ce fondateur-là. Ça pourrait être transformé en un éditorial que moi, j'amène dans l'infolette. Fait que, si vous voulez aussi, vous pouvez joindre les SaaS Pals. On a un petit forfait payant là, qui permet de nous supporter directement comme individu ou comme compagnie. On a déjà plus que 22 personnes qui nous supportent comme ça. C'est insane. J'en reviens pas. Puis eux, ils font ça en échange contre des extra goodies, right? Fait que pense à, mettons, des updates extra que je fais avec personne d'autre qu'avec eux, des previews de la roadmap du podcast, des rabais sur les événements puis d'autres trucs. Fait que vous pouvez aller sur saspace.com. Il y a un pop-up qui va vous apparaître d'en face, en théorie. Puis sinon, il y a, dans le footer, vous pouvez vous inscrire. Sinon, vous googlez Ça se passe puis Beehive, c'est l'outil qu'on utilise pour l'infolettre. Ça me craint vraiment de voir ça grandir, puis ça me tient à cœur. Fait que check it out. Puis si vous avez du feedback constructif aussi, vous pouvez me le shooter.
All right, folks. Un petit shout-out à Vasco, partenaire produit SaaSpass. Vasco, c'est la plateforme RevOps pour optimiser votre commercialisation de SaaS. Ça aligne les ventes, le marketing puis le customer success pour que tout le monde avance dans la même direction, mais surtout que les revenus suivent. Check them out sur saaspass.com/partenaire avec un S. Il y a une solide entrevue avec leur architecte de revenus, Alexis Boucher. OK? De retour au pod. SaaSpass, c'est une business d'amour, une business indépendante. Il y a un paquet de choses que vous pouvez faire pour nous supporter dans notre croissance, pour qu'on puisse continuer de créer du contenu de feu, d'organiser des beaux events, puis de mousser, puis tirer par le haut cette communauté tech-là qu'on a au Québec. First, si vous n'avez pas ajouté votre SaaS sur notre plateforme, allez sur saaspass.com, il y a un gros bouton mauve pour faire juste ça. Vous pouvez check out le job board. Si vous avez une offre d'emploi quelconque, c'est gratuit, un outil super cool pour toute notre audience puis notre réseau. Si vous ne nous suivez pas déjà par rapport au pod sur Spotify, Apple Podcasts, allez faire ça s'il vous plaît. Puis vous pouvez aussi nous laisser un review, ça nous aide vraiment beaucoup. Vous pouvez nous suivre sur YouTube, qu'on investit de plus en plus là-dedans. On met des shorts sur le plus de contenu possible, que ce soit organique ou avec des partners. Fait que check this out. Si vous voulez venir aux événements puis pas manquer de billets, parce qu'on est souvent sold out, vous devriez nous suivre sur Eventbrite. Fait que vous allez sur Eventbrite, vous écrivez SaaSpass, vous pouvez vous abonner puis avoir des notifications. On fait ça roughly à peu près chaque mois-ish. Puis last but not least, suivez-nous sur LinkedIn puis Instagram. On met du beau contenu, du contenu souvent drôle. Fait que je pense que ça vaut la peine. Je veux finir cette outro custom-là un petit peu en remerciant les partners certifiés de SaaSpass. On a des compagnies de fous qui nous supportent financièrement, stratégiquement, des fois même psychologiquement dans mon cas. Puis sans ces compagnies-là, la majorité du revenu de SaaSpass n'existerait pas puis on pourrait pas faire ça. Right? Fait que je veux que vous preniez le temps d'aller les regarder. saaspass.com/partenaire avec un S. Ils sont tous listés là. Ils ont une belle fiche avec du contenu, avec des liens, des détails. Je vous les nomme rapidement. Leviat Légal, des avocats qui sont tech et founder friendly. Le Chiffre, des comptables et fiscalistes qui sont calés en tech aussi. Baseline, des gros geeks pour innover avec les AI. Unicorn, des experts cloud AWS pour optimiser et scaler votre infrastructure. Puis on a aussi cette année des partners produits. Donc Vasco, une plateforme RevOps pour votre go-to-market. Missive, un inbox collaboratif pour vos teams, pour vos communications de team, pardon. Puis Apollo 13, un studio no-code pour construire des MVPs puis des side projects. Vous pouvez tout aller voir sur saaspass.com/partenaire avec un S. Puis moi, du fond du cœur, je vous dis juste merci de nous suivre et de nous supporter. C'est insane comme aventure, ce qu'on a lancé là. Puis je suis bien privilégié de pouvoir faire ça. Cheers.